vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On vous souhaite la bienvenue, c'est lundi, un retour de week-end, on espère que tout s'est bien passé. Ça va Philippe David, c'était bien ce petit week-end sans moi? Excellent, même si nous avons communiqué par SMS. Mais est-ce que vous me permettez de vous saluer et vous allez comprendre pourquoi en musique? Oui, allez-y. Allez-y. Ah, la cinquième? Ouais. Et savez-vous pourquoi la 5e symphonie aujourd'hui? Parce qu'elle a été créée, je suppose, Non, parce que c'est aujourd'hui la naissance de Beethoven, mais on ne sait pas la date. Il était né entre 1770 et 75, il a peut-être 250 ans aujourd'hui. Et cette musique, je me dis que c'est un peu les moi vrais ce matin, comme je me suis réveillée, j'avais 250 ans. Et je me dis que cette musique, c'est c'est quand le ton de Françoise de Goua monte pendant un débat. Pétarade. Vous trouvez pas? Et vous savez Pétarade, que... c'est ça. Vous savez quand même écoutez. Elle est sublime. Et la douceur absolue. Non, mais le final est extraordinaire. Et je vous la conseille, enregistrée et dirigée par Carlos Kleiber, qui a fait, je pense, la plus grande direction d'orchestre. Beethoven, qui était, quand il écrit l'hymne à la joie, qui était ruiné, qui était sourd quasiment, qui est dans une souffrance morale incroyable et qui est capable d'écrire l'hymne à la joie. C'est vraiment exceptionnel. Et il a été sourd très tôt. Génie, un génie. Et voilà. vous savez quoi, je vous Un propose sale caractère, mais un génie. de réécrire pendant deux heures l'hymne à la joie dans cette émission. Ben, chantez-le alors. Peuple des cités lointaines qui rayonnent. De réécrire une histoire. Pardon. Allez. Ça vous ennuie pas? Je pense que Rémi André nous en sait de la pluie. Qu'est-ce que ça vous dérange pas que je parle? Non, mais on va tous faire autour de vous, vous savez, mais ça fait du bien quand vous parlez, vous savez. Mais taisez-vous quand vous parlez, Cécile. Allez, bienvenue dans cette émission. Au sommaire de cette émission, le grand débat du jour, c'est à 17h30. François Bayrou recevait aujourd'hui les différents partis à Matignon. C'est le Rassemblement national. Vous avez vu le rictus? Vous avez vu le rictus de Philippe Bilger quand on dit François Bayrou? Regardez le rictus. Au contraire. Françoise, j'essaye d'expliquer un truc. C'est pas possible, hein. J'adore. Je crois à l'Assemblée nationale. Mais non, mais je vous adore. Alors que vous étiez très pertinente, ma chère Cécile. S'il vous plaît. Allez-y, Philippe. Non. Mais non, on a décidé Alors, de en vrai, est-ce que le Nouveau Monde n'a pas montré ses limites avec un personnel politique pas toujours au niveau? Est-ce que le rappel d'hommes ou de femmes d'expérience dans le gouvernement Bayrou peut être un plus pour vous? Et à cette question, faut-il le retour de grandes figures politiques au gouvernement? Vous dites non à 70%. Vous voulez réagir? Zach attend vos appels au 0826 300 300. Et Jean Garrigue sera avec nous, historien, président de la Commission internationale d'histoire des assemblées. Puis le coup de projecteur des vraies voix. 2 policiers en civil tabassés la semaine dernière alors qu'ils rentraient de soirée. Les 5 suspects interpellés âgés de 27 à 34 ans comparaîtront demain libres après avoir été relâchés. Autre scène de violence et cette fois-ci mortelle en Haute-Vienne. Une jeune fille de 15 ans a été tuée dans la nuit de samedi à dimanche, victime d'un guet-apens pour son téléphone portable. Un ado du même âge a été placé en garde à vue. Alors parlons vrai, est-ce que face à la montée en puissance de la violence, il faut une montée en puissance de la sanction? Est-ce que des centres avec encadrement militaire comme dans certains États américains vous sembleraient plus adéquates que les centres éducatifs fermés? À cette question, face aux jeunes délinquants, les centres éducatifs fermés sont-ils une réponse à la hauteur? Vous dites non à 67%, vous voulez réagir? Encore et toujours le 0826 300 300. Notre invité du jour, Thomas Sauvadet, sera avec nous, enseignant-chercheur à l'université Paris-Est Créteil et spécialiste de la délinquance juvénile. On vous souhaite la bienvenue. Les vraies voix jusqu'à 19h plutôt, c'est mieux. Les vraies voix Sud Radio. Avec autour de la table Philippe Bilger. Bonsoir Philippe Bilger. Bonsoir ma chère Cécile. Mon cher Philippe. Françoise de Goua. J'aime bien les Beethoven. amours. J'aime bien. J'adore. Refais-moi une présentation comme ça. Mesdames et messieurs, Philippe Bilger. Quelle classe. On recommence. Mesdames et messieurs, Françoise de Goua. J'adore. Et mesdames et messieurs, Jean-Christophe Couvi. Merci. Je préfère aller dans la mer. Allez, combien de temps? Et la petite musique pour Philippe David. Et pour vous? Ça va. Oui, c'est pour vous. Ouais, exactement, c'était pour moi. Non, mais c'était pas une vanne, c'était pour monter. Non, c'est-à-dire que ça fait rire personne en Non, mais fait. c'était pas pour rire, C'était pour votre cœur qui parlait. pour montrer oui, mon dis donc. organe. Et notre auditeur du jour qui est avec nous, qui n'aura pas beaucoup le temps de parler malheureusement à cause de nos bêtises, Jean-Pierre des Bouches-du-Rhône est avec nous. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir les vraies voix, bonsoir Cécile, bonsoir Philippe. Comment ça va?
Et un peu souffrance pour moi. Il y a eu un peu de Mistral. J'ai attrapé froid. Très mais c'est bien. pas grave. Bah, couvrez-vous. On Il survit. faut dormir avec un caleçon. C'est assez la base. Je savais pas qu'on se connaissait si bien. Il est bon. Il est excellent. Non, mais voilà. Oh, ça chante. Ah, Jean-Pierre des Bouches-du-Rhône a fait une papinade là. Très Voilà, bonne très fort. vanne. J'aime beaucoup. Un petit mot sur François Bayrou. Ah, c'était au-delà de François Bayrou. C'était parler de la traîtrise en politique. Ouais. Alors, je Quand vous l'UDF le dis, on dit Bayrou parce qu'on dit Bayonne. Voilà ce que dit François Bayrou. Bah Donc oui, on bien dit pas sûr. Bayrou. Ah oui. Non, mais Oui, c'est bon. parce qu'il râle quand on l'appelle Bayrou. C'est pour ça que je vous le dis. Oui. Oui, bon, moi je le baïonnerais bien d'ailleurs. Allez, allez-y. Écoutez, quand l'UDF s'est offert à Balladur, il est allé soutenir Chirac. Simone Veil à l'époque a dit. Ah non, il lui, était baladurien. Il était baladurien, Bayrou. Oui, mais quand l'UDF s'est offert à Balladur, il est allé derrière, après, soutenir Chirac en 95. Et Ah non, en 95, Il il était était avec baladurien. Balladur. Non, il est baladurien. Vous confondez. Il a rejoint. Ah bon, alors écoutez, Ah non. je me trompe. Non, Mais, bien sûr. à l'époque, Simone Veil avait dit de lui, il veut rester ministre pour continuer à ne rien faire. Ah ouais. Chirac donc se passera lui en 2002, il appellera en lui disant quand il est tombé contre Jean-Marie Le Pen, allô François, bonsoir, je t'emmerde, il a raccroché juste après. Sarkozy aura l'intelligence de se passer de lui, et évidemment il soutiendra François Hollande nommément en 2012, et enfin il est allé soutenir Macron pour faire échec à tout le monde, et il a vu Macron faire ce que lui n'avait pas réussi à faire. Moi, j'ai aucune confiance en Bayrou, qui a jamais rien fait d'exceptionnel à part se situer à l'extrême centre et à être un élément pivot. C'est un homme de la 4e, égaré dans la 5e République. Et je trouve que sa nomination n'apportera pas grand-chose de bon, mais paradoxalement, on est enfin, grâce à lui, au bout du macronisme. Et c'est la bonne nouvelle. Alors, on est obligé de faire réagir forcément Philippe Bilger. Je sens que dans les prochains jours, ma chère Cécile, et mon cher Philippe, je vais être amené à défendre assez souvent François Bayrou. Hein. Je pourrais le faire assez aisément compte tenu de certaines outrances de notre ami Jean-Pierre. Mais je ne voudrais pas rallonger le débat. Il y a tant de choses qu'on pourrait mettre positivement dans le plateau de François Bayrou, d'autres qui lui sont reprochées, notamment certaines trahisons dont je rappelle, vous l'avez dit vendredi, que Talleyrand disait que ça n'était qu'une affaire de date, qui est plein de lucidité. Oui, je suis d'accord. Moi, je trouve que le réquisitoire sur François Bayrou est extrêmement dur. Une telle détermination, être capable... Je rappelle qu'il a quasiment fait 19% de la présidentielle en 2007, et que cette présidentielle de 2007, elle est exceptionnelle parce que vous avez 3 personnages exceptionnels. Il y a bien sûr Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal, mais il y a aussi François Bayrou. Et le François Bayrou que, à mon avis, vous allez voir à Matignon, n'est pas le François Bayrou éteint depuis 7 ans sous les ors macroniens. Vous allez retrouver le François Bayrou de 2007 qui mange des riches à tous les petits déjeuners. Non, moi, je vous trouve extrêmement dur. Je pense que il est roué, il est madré, il est matois, mais il n'est pas que ça, François Bayrou. Donc moi, je ne suis pas du tout une bayroutiste, évidemment, mais quand même, le procès qui lui est fait, je le trouve tout à fait minable. Jean-Christophe Couvi. Pas par vous, mais par toute la presse. Nous, depuis on juge comme d'habitude, on juge sur pièce en fait. On se prononce pas. C'est pas à nous de faire des castings. La personne est là, la personnalité est là. En revanche, maintenant, en tant que Premier ministre, il est quand même prévenu. N'oublions pas qu'on vient de passer une séquence où la fonction publique s'est quand même mobilisée, notamment aux 3 jours de carence. On a voulu tailler des coupières à la fonction publique et au service public. Or aujourd'hui, on voit malheureusement aussi, toujours dans l'adversité, regardez Mayotte, vers qui on se tourne, le service public et notamment le régalien. Donc en fait, encore une fois, ce futur gouvernement est prévenu. Nous, on ne se laissera pas dépouiller, on ne se laissera pas taper dans les croupières. Tout ça pour faire une posture. Voilà. Vous restez avec nous. Merci beaucoup, Jean-Pierre. On fait une petite pause. Dans un instant, le réquisitoire du procureur, mon cher Philippe. On va parler d'un propos de Marine Le Pen en se demandant s'il ne va pas la faire monter. Eh ben, on en parle dans un instant. À tout de suite. C'est Valérie Expert, je vous souhaite de très très joyeuses fêtes avec Sud Radio. Bonne fête avec Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans les
les vraies voix, avec nous aujourd'hui Philippe Bilger, Françoise Degois et Jean-Christophe Couvi. Pardon, excusez-moi. À peu près, c'est vrai, je suis la même Non, mais c'est pas ça, c'est que j'ai un problème d'ordinateur et ça me perturbe. Dans un instant, les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Félix Mathieu. Les 3 mots dans l'actu. On va parler de la dévastation à Mayotte du Premier ministre et toujours maire de Pau, François Bayrou, qui consulte, ainsi que des ultimes excuses de Dominique Pellicot à Avignon, verdict attendu jeudi. En 3 mots, chaos, consultation et excuses. Et les 3 mots, chaos, consultation, excuses. Et bien sûr, tout de suite, la voix est au procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. Vous voulez requérir sur une phrase, monsieur le procureur, tous ces partis de Tartuffe se sont mués en un véritable parti unique. Oui, c'est une phrase de Marine Le Pen et qui me semble un petit peu confirmée par un article d'Alain Gérard Slama qui a indiqué dans le Figaro qu'à son avis, le bloc populaire était complètement écarté des consultations qu'allait opérer François Bayrou. Mais je me demande si on accepte en quelque sorte la validité du point de vue de Marine Le Pen, si la constatation qu'elle fait ne va pas lui permettre d'amplifier son emprise ou au contraire la réduire. Si elle n'a pas tort, c'est sûr que les extrêmes, et notamment l'extrême qu'elle incarne, va évidemment bénéficier du fait qu'un bloc central que François Bayrou parviendra sans doute à mieux mettre en œuvre que Michel Barnier, donnera la tentation aux extrêmes d'amplifier leur ampleur. Françoise Degois. Amplifier leur ampleur, c'est ça. Amplifier leur avantage. Je ne voulais pas reprendre le terme. Mais non, mais vous avez raison, je comprends ce que vous dites, Philippe. Moi, je suis d'accord avec cette analyse qui tombe sous le sens. Est-ce qu'on recrée l'UMPS, etc. Ça n'est pas tout à fait le cas, déjà. Et ça n'est même quasiment pas du tout le cas. Et par ailleurs, la seule chose, c'est le seul fait pour empêcher cela, c'est qu'il y ait des résultats. C'est-à-dire que les électorats populaires qui votent pour le Rassemblement national et pour la France insoumise, eh bien, aient des résultats, notamment sur le pouvoir d'achat. Donc, François Bayrou, s'il veut réussir, il est obligé d'avoir des résultats, d'introduire dans le budget des choses qui relancent la fonction publique, qui relancent les services publics, qui allègent les classes moyennes. S'il ne fait pas ça, vous avez absolument raison, ce sera au bonheur de Marine Le Pen. S'il le fait, eh bien, ce sera les 2 tours jumelles des extrêmes, qui seront ratiocinés. C'est ma conviction. Il est obligé de réussir pour ça. Jean-Christophe Couvi, ratiocinés, comme c'est bien dit. Oui, c'est rabougrir, tu vois. Oui, j'étais au courant. Merci. Non, mais j'aime beaucoup, j'aime beaucoup ces mots qu'on n'utilise plus, tu sais, comme amphigurique. Moi, j'adore cet adjectif. Ben, voilà. Je suis d'accord avec ces prolégomènes. Il y a un sondage la semaine dernière, c'est si par exemple il y avait un nouveau président de la République là à l'instant T. Moi, le sondage qui m'a un peu choqué, c'est reçu notre chaîne, c'était 38% pour Marine Le Pen. Chez nous, c'était notre sondage. C'était notre radio. Et 12% pour Mélenchon. Et donc, je me suis fait la remarque de dire qu'en fait, il y avait un Français sur 2 qui votait pour les extrêmes. Et donc ça, la solution, elle est là aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné... Je vous coupe, il y avait 7% pour Zemmour, que vous pouvez peut-être rajouter aussi, on etc. peut rajouter, donc ça fait plutôt à 60%. Du coup, j'allais dire que l'homme politique est obligé aussi de se faire bouger. Il se fait bouger par les extrêmes. Ça a toujours été les démocraties qui bouillonnent, etc. Et donc, à un moment donné, il faut trouver un chemin. Et ce chemin-là, les Français attendent justement quelqu'un qui s'investisse, qui donne une ligne de conduite et surtout qui trouve une solution. Il y a tellement d'attentes aujourd'hui des gens et tellement de déceptions qu'on est obligé de réussir, sinon on est condamné. Merci beaucoup Philippe Bilger. Tout de suite les 3 mots dans l'actu, c'est avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont chaos, consultation et excuses. Course contre la montre à Mayotte après le passage du cyclone meurtrier. L'eau potable et la nourriture manquent. Les secours tentent de rechercher des survivants dans les décombres des bidonvilles. François Bayrou consulte à Matignon tout en composant son gouvernement. Et en même temps, il se rend à Pau ce soir pour le conseil municipal. Le Premier ministre entend bien rester maire. Et puis les ultimes excuses de Dominique Pellicot pour la fin du procès des viols de Mazan. La cour criminelle d'Avignon s'est retirée pour délibérer. Verdict attendu jeudi. Les vraies voix Sud Radio.
Un hôpital très endommagé, des centres médicaux inopérants. Après le passage ravageur du cyclone ce week-end, le ministre démissionnaire de l'Intérieur, Bruno Retailleau, est arrivé à Mayotte dans un décor de dévastation. Le dernier bilan fait état de 20 morts, mais il est encore malheureusement provisoire, ce bilan. La recherche de survivants dans les bidonvilles continue, tant bien que mal, comme le raconte Michel Claudie, conseillère déléguée en charge de la coopération régionale à Kaweni. Sa détresse est palpable. C'est surtout à Kaweni, là où je suis. Il y a des bidonvilles qui se trouvent carrément en hauteur. Pour y aller, c'est inaccessible. Inaccessible. Ce cyclone a fait son travail, a ravagé tous ces maisons, tous ces bangas. C'est l'apocalypse. J'ai plus les mots, mais c'est atroce. C'est atroce. On peut plus. On demande à l'État, mais vraiment de faire le nécessaire et déployer tous les moyens nécessaires, le même matériel, tout ce qu'on veut, parce que nous, on ne peut plus supporter cela. Et je pense que d'ici quelques heures, parce que ça fait déjà 48 heures, d'ici quelques heures, d'ici quelques jours, on se trouve dans le chaos total, dans le chaos. Michel Claudie avec Jean-Jacques Bourdin dans le Grand Matin Sud Radio. Quelle tragédie. Bien sûr. Moi, ouais. Pardon. Non, mais allez-y, Françoise. Non, mais je sais pas, vous vous rendez compte, enfin, on va décompter, ça va être, je regardais les chiffres délirants, Mayotte, 340 km, c'est sublime, Mayotte. C'est inversement proportionnel à la misère. Quand vous arrivez sur le lagon de Mayotte, c'est à tomber par terre et vous découvrez cette misère, ce territoire d'outre-mer qui est laissé complètement à l'abandon. Et en fait, j'écoutais, Météo France disait que l'œil du cyclone fait 140 km et que les unités de mesure ont pété. C'est-à-dire que la dernière fois qu'on a mesuré les vents, vigilance violette. 226 j'avais jamais entendu ça. Moi non plus. 226 km/h. Moi j'ai eu un 180 km/h à Okinawa. C'est délirant. 226 km/h, mais c'est même beaucoup plus parce que tous les outils de Météo France ont pété. Un œil du cyclone de 140 km, c'est délirant, quoi. J'ai une pensée pour eux. Ils nous écoutent d'ailleurs à Mayotte. On a des auditeurs à Mayotte. On les embrasse. Et je tiens à passer un message à 19h07 dans les vraies voix citoyennes. On aura Baptiste Rivoire, coordinateur national des opérations de la protection civile, avec qui on va faire le point de la situation à Mayotte. Mais vous vous rendez compte, les copains, je vous dis juste, si on a le préfet, il faut l'entendre, il dit centaines ou des milliers de morts. Nous n'avons jamais eu, depuis très longtemps, sur le territoire de la République française, plus de 1000 morts. Une telle catastrophe. C'est vraiment c'est vertigineux, en fait. Jean-Christophe Couvi. Oui, alors moi j'y suis allé il y a 2 ans. Effectivement, j'avais découvert cette île et ce qui m'avait choqué à l'époque, c'était les bidonvilles et les tôles. Vous savez, les toits, c'est que des tôles. Et avec 220 km/h de vent, ça devient des guillotines en fait. Et ce qui est terrible, c'est j'ai l'impression, quand je regarde les images, de voir comme s'il y avait eu un bombardement atomique en fait. Derrière, il n'y a plus rien. Et nos collègues nous crient au secours. Alors il n'y a plus trop d'électricité, il n'y a plus de... ça revient au fur et à mesure. Le point névralgique, c'est l'eau, effectivement. Ça a toujours été l'eau. Tu sais, vraiment, il y a des tours d'eau à Mayotte. Là aujourd'hui, on est obligé de relancer l'usine de désalinisation parce que sinon, derrière, c'est une crise plus qu'humanitaire. Les gens ont besoin effectivement de sécurité, d'eau, et surtout, même mes collègues policiers ont tenu un petit peu les supermarchés pour éviter des pillages. Ah, d'accord. Et donc, c'était dans les premiers instants, c'est ce qu'il fallait faire. Le deuxième mot, consultation. François Bayrou recevait aujourd'hui à Matignon. Choisir ses ministres, c'est une chose, mais s'assurer que le gouvernement va survivre à l'épreuve du budget sans censure, c'en est une autre. Alors, pour ça, François Bayrou recevait donc tour à tour les différents partis. Aujourd'hui, il les a reçus par ordre d'importance à l'Assemblée nationale, explique Matignon. Ceci explique cela. C'est donc le RN qui a ouvert le bal. Ce matin, Marine Le Pen indique à la sortie avoir plaidé notamment pour une réforme du mode de scrutin aux élections législatives. Je sais que le Premier ministre est attaché à la proportionnelle et il m'apparaît que c'est un chantier, comme je lui ai dit, qui devrait être, juste après le budget, une priorité pour permettre que l'ensemble des Français puissent être représentés et peut-être trouver un mode de scrutin qui permette également de faire émerger une majorité. Pour garantir un pacte de non-censure, le PS réclamait un engagement du Premier ministre, une promesse de ne pas utiliser le 49.3. Il semblerait bien qu'Olivier Faure n'ait pas vraiment obtenu satisfaction sur ce point. Nous sommes venus rappeler que nous étions dans un dialogue exigeant. Nous sommes dans l'opposition. Nous cherchons à comprendre quelles sont les conditions à partir desquelles nous pourrions être amenés à ne pas censurer le gouvernement. Nous étions prêts à gouverner en étant ouverts au compromis. Nous sommes dans une opposition qui est elle-même ouverte au compromis. Encore faut-il
qu'un chemin soit ouvert. Et de ce point de vue, pour l'instant, nous sommes restés sur notre faim. Nous n'avons pas encore d'indications précises sur la façon dont le Premier ministre entend gouverner. Quant au LR, ils disent vouloir être représentés de façon significative au gouvernement. En tout cas, si la feuille de route de François Bayrou leur convient. Le Premier ministre qui se rend à Pau ce soir pour le conseil municipal, puisqu'il entend bien également rester maire. Demain, il sera à l'Assemblée pour les questions au gouvernement en mode un peu one-man show. Il sera seul face aux députés. C'est vrai qu'il n'a pas encore ses ministres. En bref, le parquet national Le parquet national antiterroriste vient de requérir jusqu'à 16 ans de prison au procès de l'assassinat de Samuel Paty. Oui, la peine la plus élevée, 16 ans, a été requise contre le Russe d'origine tchétchène, jugé pour complicité d'assassinat terroriste à ce stade. Au total, étaient donc jugés 8 accusés impliqués à divers degrés dans l'assassinat du professeur d'histoire en octobre 2020. Le parquet national antiterroriste réclame donc des peines qui vont de 1 an pour la plus petite à 16 ans de réclusion criminelle. Un mot peut-être, Philippe Bilger, sur le deuxième point, si vous le permettez, Cécile, les groupes qui ont rencontré François Bayrou ont été plutôt positifs sur les modalités et la qualité de la rencontre. On va en parler dans le grand débat. Voilà. Mais je voulais juste dire un mot. Moi qui ai été fasciné, qui rêvais d'être ministre il y a des années, franchement, quand je vois la difficulté de ce qu'attend François Bayrou, je me rends compte que c'est pas une sinécure d'être un politique. Ça tombe bien, il vous a terriblement dur. Ça va être terriblement dur. Allez, troisième mot, ces excuses adressées par Dominique Pellicot à son ex-épouse. La cour criminelle d'Avignon s'est retirée pour délibérer après les dernières prises de parole de co-accusés ce matin. L'ex-époux de Gisèle Pellicot a donc adressé ses excuses notamment à son épouse, dont il a salué le courage, relate son avocate, maître Béatrice Zavaro. Il a tenu à présenter ses excuses à sa famille, principalement. Il a tenu à remercier la Cour pour les égards que la Cour a eus à son endroit, eu égard à ses problèmes médicaux. Il m'a remercié effectivement et puis voilà, il avait besoin d'exprimer son ressenti sur ce qu'il a vécu pendant 3 mois et demi et c'était important de le faire. C'était ses derniers mots, il fallait qu'il en passe par là. Pour Dominique Pellicot, je crois qu'à chaque jour suffit sa peine au sens propre et au sens figuré du terme. L'avocate de Dominique Pellicot, micro Sud Radio de Lionel Maillet. Donc verdict attendu jeudi pour le verdict. Juste un mot sur cette avocate, je le redis inlassablement, cette femme n'a jamais fait d'erreur. Je trouve que c'est très difficile de défendre Dominique Pellicot. Je ne sais pas ce qu'on pense. Oui, bien sûr. Philippe, j'ai trouvé. Depuis le début, elle a souvent été invitée chez Jean-Jacques Bourdin et sur plein de médias. Elle est parfaite, elle est juste, elle est vraiment ça, elle est très impressionnante. Alors qu'elle a été très insultée. Merci Philippe et merci Françoise, merci beaucoup Félix Mathieu. Vous restez avec nous dans un instant. Retour sur le choix stratégique de François Bayrou, misé sur des figures d'expérience pour composer son gouvernement, les anciens du pouvoir, renouveau ou déjà vu. On en parle dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Chers amis, on vous souhaite la bienvenue. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci de votre fidélité. Avec aujourd'hui autour de cette table, Philippe Bilger, Françoise Degois, Jean-Christophe Couvi et vous au 0826 300 300 avec Philippe David. Bien entendu, tout de suite le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio. Le grand débat du jour. Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur. Et si nous parlions d'abord de la France? Et j'attendais, je ne vous le cache pas, ce moment avec un peu d'impatience. La gauche caviar découvre la tête de veau. Moi, président de la République, je ferai en sorte que mon comportement soit à chaque instant exemplaire. Mais il faut laisser ceux qui veulent travailler plus pour gagner plus le faire. L'absurdité des 35 heures, c'est d'empêcher les gens de travailler. Je reste droit dans mes bottes et je ferai mon travail. Mais vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre. Lui, c'est lui, et moi, c'est moi. Je vous demande de vous arrêter. Je vous ai compris. Franchement bien. Et François Bayrou recevait aujourd'hui donc les différents partis à Matignon. C'est le RN qui a ouvert le bal ce matin en tant que groupe le plus important à l'Assemblée nationale. Le Premier ministre peaufine donc son gouvernement qu'il souhaite resserrer et dominé par des personnalités d'expérience. Alors parlons vrai. Qui verriez-vous comme personnalité d'expérience pour entrer au gouvernement? Est-ce que ce ne serait pas un constat d'échec pour le nouveau monde d'Emmanuel Macron après avoir déjà adoubé pour Matignon Michel Barnier, élu pour la première fois dans les années 70, et François Bayrou, élu pour la première fois dans les années 80. Et à cette question, faut-il le retour des grandes figures politiques au gouvernement? Vous dites non à 71%. Vous voulez réagir?
le 0826 300 300. Et nous sommes ravis d'accueillir Jean Garrigue qui est avec nous, historien et président de la Commission internationale d'histoire des assemblées. Jean Garrigue, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Philippe Bilger, le retour de ces grandes figures politiques. D'une part, la question de Sud Radio est vraiment pertinente. Le premier point, on ne doit plus parler du Nouveau Monde. Ça fait longtemps, dès le début du mandat d'Emmanuel Macron, le Nouveau Monde a été radicalement supplanté par l'ancien, et je dirais même sur certains plans encore plus ancien que celui qu'on qualifiait d'antique auparavant. Deuxième élément, bien sûr, il faut des personnalités d'expérience dans le gouvernement de François Bayrou. C'est d'ailleurs assez conforme à son style qu'il veut d'apaisement et d'une intelligente temporisation. Mais le problème, qui voudra entrer dans ce gouvernement? J'y vois un avantage, c'est qu'évidemment, plus on met de personnalités d'expérience dans le gouvernement, moins dans la périphérie ou à l'extérieur il y a de tensions purement politiques. Mais qui, encore une fois, voudra y venir? Moi, je pense que c'est plus facile de rentrer dans le gouvernement de François Bayrou que de rentrer dans celui de Michel Barnier. Parce que dans le gouvernement de Michel Barnier, vous étiez uniquement sous la décision de Marine Le Pen. Dans le gouvernement de François Bayrou, vous avez la gauche, pas simplement le PS, les écologistes qui font un pas en disant on ne maniera pas la censure, sauf si. Donc, je pense que c'est beaucoup plus facile, en fait, de rentrer dans le gouvernement de François Bayrou. Je ne dis pas que François Bayrou décrochera des parlementaires socialistes, il n'y arrivera pas, je crois. Absolument pas, il a peut-être essayé, en tout cas ça marche pas, mais vous avez des personnalités. On parle beaucoup par exemple de Ségolène Royal, qui est quelqu'un qui est très cher à mon cœur, bien sûr, mais vous savez, vous faites rentrer une Ségolène Royal dans le gouvernement de Bayrou, d'un seul coup, il y a autre chose qui s'installe. Pierre Moscovici, il est à la Cour des comptes. Est-ce que personne ne veut aller à Bercy? On sait très bien que pour le poste, voilà. Est-ce que Moscovici peut rentrer? C'est plus facile, de mon point de vue, pour des personnalité maintenant de rentrer avec Bayrou qu'avec Barnier. Jean-Christophe Couvi. Je pense qu'effectivement le thème est à l'apaisement. On voit bien que de toute façon l'Assemblée nationale ça devient un champ de bataille quotidien avec des tranchées. Et il faut quelqu'un justement qui réussisse à faire cette synthèse. Et il faut un gouvernement peut-être un peu United Color Benetton, quoi, vous voyez, non, un peu toutes les tendances pour justement. C'est déjà un peu le tas, avec un B. Mais voilà. Et l'idée c'est quand même de lutter aujourd'hui. On le voit bien, c'est la fracture sociale. Et je reprends, c'était le terme de Jacques Chirac à l'époque. Il avait fait une campagne sur la fracture sociale. Aujourd'hui, on a une société qui est fracturée. Et le premier, je pense que le premier échelon, c'est justement de recoller un peu cette société et d'en faire une société une indivisible. Et pour l'instant, on est quand même loin du compte. Avec Jean Garrigue qui est avec nous, historien, président de la Commission internationale d'histoire des assemblées, et ce livre en 2023, Jours heureux quand les Français rêvaient ensemble. Rêvaient ensemble, c'est ce qu'on a envie de se dire. Est-ce que là, les Français vont rêver ensemble, Jean Garrigue? Malheureusement, j'ai peur que non. J'ai peur que les Français, la composition de ce gouvernement leur soit assez indifférente, ce que je déplore d'ailleurs, mais on sait très bien l'état d'esprit des Français aujourd'hui, qui a une défiance très 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 forte envers leurs élus, leurs élites politiques, et d'abord envers le président de la République. Ce qui est sûr, en revanche, c'est que, comme le dit Françoise Degois, je pense que François Bayrou a entre les mains, de par son histoire, de par sa culture, de par les liens qu'il a créés dans le monde politique, il a beaucoup plus d'instruments pour arriver à créer cette culture du compromis qui aujourd'hui est indispensable. Dans l'état actuel des choses, on ne peut pas avancer si à un moment donné les frontières ne bougent pas. Et c'est vrai que avec ce qui est en train de se passer, avec les mains tendues qu'on a pu voir, y compris même des écologistes qui disent qu'ils ne censureront pas a priori, etc. Des choses deviennent possibles. Maintenant, est-ce que, la question étant, est-ce qu'il faut des figures de l'ancien monde, justement, dans ce gouvernement? François Bayrou en est une, et je pense que c'est très important et que c'est un premier élément positif. Parce que ce que veulent avant tout les Français, c'est sanctionner Emmanuel Macron et ce qu'il représente. Il ne faut pas se le cacher. C'est ça. Et c'était l'esprit d'ailleurs de la motion de censure. Qui choisir? Effectivement, peut-être des personnalités qui appartiendraient
à la nébuleuse de la gauche, mais pas au nouveau Front Populaire, parce que je pense que le nouveau Front Populaire ne voudra pas participer au gouvernement de François Bayrou, même les socialistes. Donc peut-être des figures un peu emblématiques, peut-être évidemment un Pierre Moscovici aurait sa place. Je suis moins sûr, malheureusement, pour Ségolène Royal, parce que son image aujourd'hui dans l'opinion, c'est un petit peu, comment dire, brouillé du fait de ses interventions médiatiques. Elle est très haut dans le dernier baromètre IFOP. Elle est très très haut encore. Elle est dans le top 10. Au sens où, oui, elle garde une cote de popularité très importante. Les choses de ce côté-là me semblent possibles, alors qu'elle ne l'était pas très clairement du temps du gouvernement de Michel Barnier, ça c'est sûr. Philippe Bilger. Mon cher Jean, est-ce que l'opinion publique ne s'intéresse pas, avez-vous dit, à la composition du gouvernement, précisément parce qu'auparavant, il n'y avait pas dans ce gouvernement, par exemple celui de Michel Barnier, des personnalités à la densité telle que finalement, un sentiment de confiance collective pouvait se créer. Si précisément, François Bayrou parvenait, et moi je serais ravi que Ségolène Royal y entra, mais est-ce que vous ne croyez pas que s'il parvient à rassembler autour de lui des personnalités en qui l'opinion publique, en dehors de quelques excités, peut avoir confiance, est-ce que ça changera pas, peut-être au niveau élémentaire et politicien, le regard qu'on porte sur les limites et la possible puissance de ce pouvoir mis en place? Jean Garrigue. Je l'espère, évidemment. Il y a tout un travail de retissage des liens avec les citoyens. C'est ça, me semble-t-il, l'essentiel. Ça passera aussi par des résultats. Alors ça passe aussi par, dans la mesure où la raison d'être du gouvernement de François Bayrou, à mon sens, c'est cette ouverture vers la gauche. Puisque le problème de Michel Barnier, c'est qu'il est obligé de ne négocier qu'avec le Rassemblement national. Donc il faut essayer d'ouvrir à gauche. Et là, si on ouvre à gauche, ça veut dire qu'on donne un certain nombre de gages à la gauche. Ça paraît indispensable. Parmi ces gages, il y avait cette proposition, Boris Vallaud et autres, autour du non-usage du 49.3 en échange de la non-censure. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut tenter, sachant que le 49.3 est très impopulaire. À tort, parce que le 49.3 me semble indispensable dans la Ve République. Mais enfin, aujourd'hui, il est très impopulaire. On le considère comme quelque chose de presque, j'allais dire, liberticide et anti-parlementaire. Donc voilà, il faut faire des concessions, y compris, je pense, sur cette pomme de discorde majeure qui est la fameuse loi sur retraite, et essayer là-dessus d'avancer en allant peut-être vers un gel et une grande conférence pour discuter d'un projet alternatif. Pour faire je pense que, voilà. Plus encore que les personnalités... on a problème de son. Qui est-ce que vous voyez voir Qui est-ce que vous voudriez voir entrer au gouvernement? Tiens, Pierre Moscovici, Thierry Breton, Jean-Pierre Raffarin, Ségolène Royal. Venez nous le dire au 0826 300 300. Françoise de Gaulle. Vous avez des gens comme Yannick Jadot, par exemple, qui sont en train de... Moi, je vois tout à fait... Attention, François Bayrou... Mais c'est pas vraiment le vieux monde. Oui, mais est-ce que... Ça, c'est un vrai sujet, Cécile, mais la question, c'est est-ce que François Bayrou, finalement, ne va pas réussir? Moi, je connais François Bayrou. Vous savez, quand vous commencez dans les services politiques, dans les grandes rédactions, vous commencez toujours par suivre l'UDF. Vous faites toujours les dents sur l'UDF. Et donc, tous les journalistes aujourd'hui, de mon âge, ma génération, connaissent tous François Bayrou. Et on sait quelles sont les qualités de François Bayrou. François Bayrou, il va nous coller un discours de politique générale qui aura lieu d'ailleurs, je ne sais pas si vous savez Jean, mais le 14 janvier, il va nous coller un discours de politique générale façon nouvelle société. François Bayrou, il mange du riche à tous les petits déjeuners. Il faut bien imaginer la campagne de 2007 de François Bayrou, c'est ce François Bayrou qu'on va avoir. Moi, je me dis qu'il est quand même... On s'est tous poussés au bord du précipice, en fait. Et donc, on a tous les gens un peu responsables, ont tous le sentiment que maintenant, il faut essayer de faire voler ce truc le plus longtemps possible, en s'évitant une dissolution. Donc, à mon avis, il est possible que François Bayrou réussisse, en fait, Jean. Il est possible, hein. Je ne sais pas, mais... Jean-Christophe Couvi.
Moi, je pense qu'il faudra un esprit chef de bande, c'est-à-dire qu'il faut non, mais il faut vraiment cet esprit-là avec vraiment un groupe qui veuille le suivre dans son histoire, et surtout, c'est s'appuyer sur les piliers de la République, c'est les corps intermédiaires. C'est-à-dire que la société, elle n'est pas bâtie que sur des hommes politiques, elle est bâtie aussi sur les corps intermédiaires. C'est la République sociale de Jean Jaurès. Et Jean Garry, que j'aime beaucoup, puisque j'aimais bien son livre sur Clémenceau, j'ai une citation, puisque c'est l'émission des citations, c'est: les forts font leur chemin par eux-mêmes, les faibles se réunissent pour essayer de les en empêcher. Ça, c'est Clémenceau qui l'avait dit. Et quand on est dans la tourmente, il faut toujours se référer aux anciens, aux personnes qui ont marqué l'histoire, parce qu'eux, des fois, ils trouvent les bons mots pour nous éclairer. Et vous vous dites ça en me regardant. Je vous remercie pour les anciens. Jean-Pierre est avec nous, 0826 300 300. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir Jean-Pierre. Rebonsoir. Oui, rebonsoir. Tiens, qui est-ce que vous souhaiteriez revoir au gouvernement? Autant le général de Gaulle disait après moi ce sera pas le vide, ce sera le trop plein. Autant là c'est le grand vide. Donc vous n'avez pas été en mesure d'aligner plus de 5 noms en parlant de l'ancien monde, et je pense que la génération Sarkozy-Hollande, quand on descend d'une case d'âge de moins de 10 ans en dessous d'eux, il n'y a personne. C'est ça le problème. Et si on regarde bien, qu'on nous parle de gouvernement resserré sans arrêt, si on devait faire comment 1979 avec Raymond Barre avec 15 ministres seulement, on a du mal à aligner 15 personnes qui tiennent vraiment la route sur chacun des sujets. Ouais, pour info, le gouvernement Barnier avec les secrétaires d'État, c'est 41 personnes. Oui, je sais. Mais à l'époque, en 79, on gérait le franc, on gérait la Banque de France, on gérait plein de choses. Alors Jean Garrigue, attendez, bougez pas Jean-Pierre, Philippe ou Jean Garrigue après. Dieu sait que notre auditeur Jean-Pierre, en effet, a la nostalgie d'un passé qu'il estime glorieux. Moi aussi, je suis réactionnaire sur ce plan-là, mais il ne faut pas abuser tout de même de la qualification en permanence médiocre de la classe politique d'aujourd'hui. Je suis persuadé qu'on pourrait trouver des gens tout à fait valables. Jean Garrigue, est-ce que ce serait pas novateur ce que dit Jean-Pierre, une quinzaine de ministres? Je vais pas prendre Raymond Barre, je vais prendre les États-Unis, plus de 300 millions d'habitants. Je crois que c'est 17 membres au gouvernement aux États-Unis. Comment expliquer? C'est un pays fédéral. C'est un État fédéral, mais dans le gouvernement, il y a 17 personnes, je crois, entre 15 et 17. Est-ce qu'on pourrait pas, parce qu'il y a beaucoup de ministères, comme le dirait Cécile, afuera. Alors, c'est vrai, c'est le grand fantasme du gouvernement resserré qu'on nous sert depuis des années. Et c'est en la circonstance ça me fait penser à ce qu'était le grand ministère Gambetta de 1880, mais ça nous amènerait un peu trop loin. En la circonstance, c'est vrai qu'un ministère un peu commando comme ça, avec des fortes personnalités en tout cas emblématiques, dont certaines issues peut-être justement des corps intermédiaires de la société civile, des grands syndicalistes. Il est évident, moi par exemple, votre auditeur disait il n'y a plus de grandes figures, etc. Mais n'empêche que s'il y avait quelqu'un comme Laurent Berger, ou par exemple Bernard Cazeneuve, moi je trouverais que ce sont des gens de grand talent et de grandes vertus et des hommes d'État, chacun à sa façon. En tout cas, Bernard Cazeneuve l'a prouvé. Il y a quand même dans notre vie politique, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de talent. Méfions-nous de cette petite musique populiste qui tend à dire qu'ils sont tous nuls, corrompus, etc. Non, on l'a dit à toutes les époques, et il y a des gens en talent. Voilà, mais c'est vrai que l'idée de le resserrer, je pense, est plutôt une bonne idée, effectivement. Oui. Françoise de Gouin, je rappelle que un peu plus de force. Et je rappelle que Philippe Bilger avait été pressenti dans le ministère Gambetta de 1880. C'est plausible. Je suis absolument d'accord avec ce que dit Jean-Christophe et ce que vous dites, Jean. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense qu'il y a des immenses talents. Il n'y a pas une génération comme au football, la génération Gourcuff, en gros, sacrifiée parce qu'elle n'arrive pas à briller comme ceux qui l'ont précédé. Moi, je pense qu'il y a des gens, il y a des quinquas qui ont un vrai talent. Et je vois tout à fait, surtout la République sociale de Jean Jaurès. On oublie tout le temps que la France est une République sociale. Vous pensiez à Laurent Berger, Marie-Lise Léon, par exemple, la patronne de la CFDT, si par miracle, mais elle n'acceptera pas parce qu'on lui avait déjà proposé en juillet, elle acceptait vraiment de rentrer dans un gouvernement. C'est des gens qui font consensus. À droite, prenons
non la droite. Quelqu'un comme Xavier Bertrand, qui peut être détesté par une partie de la droite, c'est quelqu'un qui maîtrise complètement les affaires sociales. Vous confiez... moi, je vais pas monter sur une chaise en hurlant si on met Xavier Bertrand, si vous voulez, aux affaires sociales. C'est quelqu'un qui, dans sa région, a percuté que la droite, elle doit être populaire et à l'écoute, vous voyez. Donc, je pense qu'il y a moyen de moyenner. Il y a plein de choses sur lesquelles on peut réfléchir intelligemment. Et vous, Françoise, je vous verrai très bien, ministre de la Communication socialiste. On m'a déjà proposé un secrétariat d'État ce week-end, j'ai dit non. Je vous le dis tout de suite. Vous me direz lequel? Ah bah oui, bien sûr. Mais j'ai dit non. Non, mais je blague. Hein. En tout cas, elle a des talents de comédienne, parce que j'ai failli le croire. Non, mais n'importe quoi. Mais c'était plausible. Mais n'importe quoi. Vous nous dites souvent que vous êtes au gouvernement. Un jour, ça arrive. Je suis au gouvernement des vraies voix, moi. Moi, je suis dans l'opposition de l'Assemblée des vraies voix, toujours. Je sais pas comment je me débrouille. Méfiez-vous de ne pas être un ministre démissionnaire. Regardez, là, il y a Yael Braun-Pivet des vraies voix là, qui la ramène. Là, vous savez quoi, c'est un compliment. Mais moi, j'aime bien ce moi aussi, je l'aime beaucoup. Merci beaucoup, Jean Garrigue, historien, président de la Commission internationale d'histoire des assemblées. Et comme c'est la fête de fin d'année, je vous incite quand même à mettre sous le sapin ce livre incroyable qui va vous donner de la joie. Jours heureux quand les Français rêvaient ensemble. Un excellent livre. Excellent livre et ça peut revenir. Jean Garrigue, ça peut revenir. On est d'accord? Ça peut revenir. Et vous savez, je connais bien François Bayrou et je peux vous dire qu'il est prêt à s'engager à fond. Pour cette culture du compromis. Ça dépend lequel on aura. Je dis Jean Garrigue, ministre. Allez, restez avec nous. On revient dans un instant avec le qui c'est qui l'a dit et Jean-Pierre face à nos vraies voix. Tout de suite. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Bravo pour votre score d'audience. Ça devient impressionnant. Faites attention, vous allez avoir beaucoup d'ennemis. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue si vous venez d'arriver, vous arrivez ce qu'on appelle au summum de cette émission. Là, sur la crête, vous pouvez tomber d'un côté ou comme de l'autre, ou vous piquer les fesses, puisque vous serez dessus. Avec Jean-Pierre qui est avec nous autour de cette table, Philippe Bilger, Françoise Degois et Jean-Christophe Couvi. Jean-Pierre, on lance le jingle. On lance le jingle, alors c'est qui l'a dit? Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Ça c'est du lancement. Je les adore. Qui c'est qui l'a dit? Écoutez bien Jean-Pierre, 3 points. Marine Le Pen est à l'Assemblée nationale, son groupe est le premier. Il est tout à fait nécessaire que le Premier ministre l'entende. Je sais pas. Jordan Bardella? Non. Non. Pas du tout. Yael Braun-Pivet? Non. Je vous aide. Ciotti? Non. Il aime les scooters. François Hollande. Vous l'avez dit tous les trois en même temps. Moi, je ne l'ai pas dit. Non. Alors c'est 3 pour Jean-Christophe. Moi, je pense que c'est Françoise. Mais pardon, Jean-Christophe. J'ai passé de voix. Plus fort que vous, mais je peux pas lutter. Jean-Pierre, vous avez dit quoi? Attendez. J'ai dit François Hollande, mais elle a couvert ma voix, Françoise. Ah oui, elle a un gros organe. En même temps, il y a 2 secondes, vous saviez pas. Et Jean-Pierre, il ne faut pas tricher. Oui, mais les scooters, ça a tout déclenché, les scooters. Mais je pense qu'il y a un truc fantastique, que Philippe Bilger a été honnête. Ce n'est jamais arrivé dans le qui c'est qui l'a dit. Et moi, je tire mon chapeau. C'était jamais arrivé. Mais 3 points à tous les 3. Surtout contre Françoise. Un point à Jean-Pierre, un point à Françoise et un point à Jean-Christophe qui l'avait dit en même temps. Qui c'est qui l'a dit à 3 points? Bayrou pense que plus l'Europe échoue, plus il faut de l'Europe. C'est exactement comme les communistes au moment de l'Union soviétique. Et c'était sur Sud Radio ce week-end. Au hasard, vraiment, je dirais Dupont-Aignan. Non, c'est presque. Philippot. Non, un ancien secrétaire d'État qui maintenant fait de la télé. Un grand parc. D'Olivier. Non, mais là, elle a été pleurée. Oui, mais ne m'engueulez pas, j'étais d'accord pour la mettre. Il va ramasser. Non, mais la police est là, ne vous inquiétez pas, on interviendra s'il faut. Je vous protégerai, je ferai rempart de mon corps. Alors, pour vous aider, c'est un quiz ancien monde. Ça peut vous aider. J'ai fait exprès d'ailleurs. C'est bien. Qui c'est qui l'a dit? 3 points. Les socialistes, communistes et écologistes doivent rester dans l'opposition. Entrer dans une coalition serait entrer dans la confusion politique. Jean-Pierre. Mélenchon. Non. C'est pas Jospin? Bonne réponse de Philippe Bilger. Lionel Jospin, ce matin. Ancien Premier ministre. Absolument. Qui c'est qui l'a dit à 2 points? J'aimerais que les socialistes entrent dans le gouvernement Bayrou. Jean-Pierre. C'est un ancien ministre. Non. Marc Fesneau. Je suis nul. Non.
Il était dans la liste des premiers ministres. Il était Cazeneuve le Cornu. Non. Cazeneuve. Non. Non. Celui qui est chauve. Ah oui, je sais, Lescure. Bonne réponse de Françoise de Je sais, c'est Alors, Roland il a dit Lescure. qu'il était chaud. Ah, mais je sais pas qu'il est chauve, Roland Lescure. Ah si, il est chaud. Non, mais il était dans la liste. Il était dans la liste. On a le même coiffeur. Qui c'est qui l'a dit? 3 points sur les finances publiques. Nous avons encore un peu de temps pour éviter des méthodes à l'Argentine. Jean-Pierre. Et ce n'est pas Lionel Messi. Je peux pas, je rigole, donc non, mais je sais pas. Éric Coquerel. Moscou. Non. Éric Coquerel. Non. Un ancien ministre. Un ancien ministre. Il y en a plein. Il y en a plein. Un ancien ministre. Ils ont les chapeaux Les Le Bretons. Drian. Le Drian. Mais non, breton. Mais non. Breton. Ah bah très bien. Ça marche. Mais non, vous n'avez pas dit breton? Ah mais j'ai dit breton. Enfin, je l'ai dit. J'ai entendu Non, mais breton. Oui, alors je l'ai dit, mais pas assez fort en fait. Proverbial. Non, mais ça, Je l'ai dit, mais pas assez fort. Moi, je suis encore un peu trop timide, mais c'est pas grave. Mais j'ai dit breton, ma chère Tout le monde parle en François. même temps. Si vous parlez tous en même temps, personne n'entend J'ai rien. dit breton, moi. Moi, je Donc j'ai confirme qu'il a gagné. dit breton. Ah bah moi j'ai Il a entendu dit les Philippe Ligier. chaperons bretons. C'est pas parce que tu pensais pas à Thierry Breton. Bien sûr que non. Mais j'ai gagné tout de même. Qui c'est qui l'a dit? Alors celle-là elle est facile mais elle vaut quand même 2 points sur François Bayrou. J'ai été écouté mais il est tôt pour dire si j'ai été entendu. Marine Le Pen. Bonne réponse de Jean-Pierre qui engrange 2 points. On est à combien là? Tu peux faire un tir. Alors vous êtes à 6, Philippe Bilger à 6, Jean-Christophe Couvi à 1 et Jean-Pierre à 3. Comment ça? Il est à égalité avec moi. Ah oui, Roger. ouais, Oula, très bien. j'aime pas. Attention. Qui c'est qui l'a dit? 3 points sur le remaniement. Vous connaissez les socialistes. Quand l'assiette au beurre n'est pas loin, ils peuvent changer d'avis. Jean-Pierre. Je l'ai entendu. C'est un ancien candidat à la présidentielle. Dupont-Aignan. Bonne réponse de Jean-Pierre. Bravo, qui Jean-Pierre. recolle au score. Ouais, il est bon. Qui c'est qui l'a dit à 3 points, Jean-Pierre? Combattre la dette, c'est d'intérêt général. Ce n'est pas de droite, pas de gauche. On ne peut rien faire avec une dette de cette ampleur. Oh, je l'ai entendu. Ça me revient pas. C'est pas Moscou. François Bayrou. Bonne réponse de Philippe. Le trou est fait. Non, Le c'est trou est fait, non, rattrapable. il y a encore combien de Mais questions? on a fini maintenant. Non, il y a encore des questions. Attendez. Lui, bon, j'ai marqué, siffler la fin du match. Question qui c'est qui l'a dit? 3 points sur François Bayrou. Son âge rime avec expérience. Ah, c'est pas mal ça. Jean-Pierre. Je ne sais pas. Allez-y. Le Jean. Drian. Non. Cazeneuve. Non. Non, il est maire. Il est maire. Estrosi. Non. Lisnard. Non. Payan, Benoît Payan. Chaudelier, là. Non, il travaille avec sa femme. Avec sa femme. à Béziers. Oui, bonne réponse. Ménard. Il a dit Ah non, mais c'est pour son Oui, j'ai désolé. Oui, mais. J'ai ça pas dit le nom, pouvait j'ai pas dit le nom. peut-être qu'il y ait Oui, sa mais- langue à Et toi, Breton, Sa c'est langue a fourché, il voulait pas dire Béziers. C'est ça. Et toi, Il voulait Breton? dire quoi alors? Ah non, on dit avec les noms d'animaux, les adjectifs, ça suffit, on Mais gagne. moi, j'ai dit en pleine connaissance. Là, c'est la Breton. question à Vous 2 êtes de mauvaise foi. C'est fou, hein. Pas moi, à 2 points. Jean-Pierre, j'ai fait dire Robert. Je ne vais pas participer à la comédie des lignes rouges pour faire croire que M. Bayrou va faire demain l'inverse de la politique qu'il a toujours mise en œuvre. Jean-Pierre. Mélenchon. Bompard. Bonne réponse. La lettre est C'est moi en premier. Oh, arrêtez. Non, la fille Bibi. mais c'est pas. Non. mais. La Maxime, vanne, non, mais c'est Maxime. moi Je qui l'ai dit en méfie, premier. Maxime. Maxime, attention Maxime. Je Pour me moi, c'est méfie. Françoise. Eh ben voilà, c'est voilà. Françoise alors. C'est lui qui décide. Eh ben, Mais 2 points. Maxime me donne tort à chaque fois. Bah, parce hein. que tu triches à chaque fois. C'est pas vrai, non. pas à chaque Non, fois. je me demande Il a si pas Mais triché, vous avez quand il a même répondu. gagné. Vous avez gagné 9 j'ai gagné. points. Bon, il a raison alors. Mais je retiens mon cher Maxime. Je suis allé très vite quand j'ai dit que pour une fois il avait été honnête, ça n'a pas duré longtemps. Françoise Degois 8 points, Jean-Christophe Couvi 4 et Jean-Pierre 6. Jean-Pierre, bravo, merci beaucoup Jean-Pierre. Écoutez, j'ai fait ce que j'ai pu. Je suis malade, j'ai pas écouté grand-chose. Oh, je c'est voulais bien. juste dire un petit mot. Oui. Il se trouve que j'étais à la fac de droit en même temps que Maître Zavaro. Et à l'époque, elle était d'une timidité maladive. Elle était venue essayer de faire le spectacle et elle était pas mal. Ah, c'est super, avec l'avocate de Dominique Pénicaud. Absolument. Ouais. Ah, super. Il est en super. fac de droit avec elle. Ah, c'est Super. incroyable. Voilà. Et aujourd'hui, vous êtes avocat?
Oh, pas du tout, je suis tombé dans le mauvais sens. Dans la drogue, non mais le mec qui pète un plomb. Je suis dealer. Je suis dealer. Oui, mais je me rattrape en faisant du théâtre, du chant et plein de choses. D'accord. C'est bien, Donc ça veut dire que quand vous dites à des gens je peux pas vous payer, vous faites Je leur dis, écoutez, ça pourrait être pire. Bravo En tout cas, Jean-Pierre, on vous fait des gros bisous, soignez-vous bien, et puis merci de votre fidélité, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. À très bientôt et très bonne fête. Cécile. Oui, allez-y. Ah oui, vous ne mettez pas de caleçon. Oui, c'est ça. Je viens de comprendre le truc. Ok, d'accord. Ne dites rien. Chut, c'est entre vous et moi. Allez, dans un instant, le journal, la météo avec Rémi André et avec vous, Philippe David. Le coup de gueule va être pour Amnesty International. Allez. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Vous avez envie de commenter l'actualité? Eh bien, on a bien envie de vous entendre au 0826 300 300. Philippe Bilger est avec nous, Françoise Degois et Jean-Christophe Couvi. Et bien sûr, Philippe David, dans un instant. Râlerie ou pas râlerie? Ça va râler, oui, sur ce qu'a osé faire vendredi dernier Amnesty International qui m'a fait tomber de l'armoire ce week-end. Ah bon? J'espère que vous n'êtes pas fait trop mal. Allez, tout de suite, le 0826. Vous êtes tombé sur le ventre alors. 0826 300 300, on écoute vos messages répondeurs. Oui, bonjour Sud Radio. Voilà, Simon de Perpignan. Concernant la décision du juge des libertés de la détention suite aux événements qui se sont produits avec les violences à l'encontre des policiers. Bon, de toute façon, il y a une chose très très simple qui devrait être appliquée, de mettre en place la responsabilité des juges de leurs décisions. Ça leur permettrait de réfléchir et d'être un peu moins dogmatique. Je pense que ça serait une excellente solution pour amener les juges à prendre des décisions adaptées. Voilà, Sud Radio. Bonne journée. Philippe Bilger. En ce qui me concerne, ça fait des années que je suis favorable à une responsabilité accrue des magistrats lorsque, de manière indubitable, ils ont pris des décisions aberrantes. Mais il faut faire attention, lorsqu'on a l'exercice des voies de recours, il faut qu'elles s'exercent, bien sûr, naturellement, avant qu'on mette en cause la responsabilité éventuellement disciplinaire. Donc je ne suis pas hostile à ce que dit notre auditeur. Ça dépend où il place la responsabilité des juges. Françoise Degois. Moi, je suis totalement opposé. Je sais que c'est une vieille lune habituelle, maniée par la droite, l'extrême droite. Ces magistrats, c'est les seuls qui n'ont pas à répondre de leurs actes. Écoutez, vous êtes magistrat justement pour ça. Philippe Bilger, combien vous avez fait d'années d'études à l'École nationale de la magistrature? Je veux dire, vous avez la pratique. Moi, je ne suis pas favorable à cela. Je ne suis pas pour qu'en permanence on remette la pression sur les magistrats. Bien sûr, il y a des décisions parfois qui nous paraissent aberrantes, mais sur la somme des décisions rendues dans ce pays, excusez-moi, il y en a peut-être 3 qui sont aberrantes. Je veux dire, oui, mais les médecins, quand ils font des erreurs médicales, ils sont sanctionnés. D'accord, les médecins quand ils font des erreurs médicales, mais ok, je suis d'accord avec vous. Et là, une erreur de diagnostic entre guillemets. Mais c'est pas une erreur de diagnostic, c'est un jugement par définition. Un juge par définition, il juge en son intitulé personae, il juge en fonction du droit. Donc, quel est un médecin, vous mourrez s'il fait une erreur médicale, d'accord? Le magistrat, il est, comment dirais-je, il est formé. Certains sont morts d'avoir écoutez, attendez, moi, l'histoire du mec qui est en liberté, qui d'un seul coup va tuer une infirmière, etc., c'est pas une responsabilité directe. Vous n'allez pas m'expliquer qu'il y a une responsabilité directe entre le fait que le magistrat remette en liberté et le fait que le type mais François, vous n'allez pas me dire qu'il y a des gens dangereux qui n'ont pas été remis sur le... Est-ce que vous voyez Jean-Christophe Couvi, est-ce que vous voyez la nuance que je suis en train de vous expliquer entre votre exemple du médecin et ce que je suis en train de vous dire? Le médecin, il fait une erreur de diagnostic, son patient meurt, c'est direct. Un magistrat remet en liberté quelqu'un qui lui-même prend la décision de tuer, ça n'est pas direct. Donc ce raccourci,
pardonnez-moi, je le trouve dangereux pour la justice. Il faudrait qu'un jour on consacre, ma chère Cécile, vraiment 1 heure à ce débat, parce que je pourrais répondre et je serais dans une synthèse qui ne serait pas lâche. Ah, mais ça serait intéressant, ça mériterait une heure. Ça me plaît, Jean-Christophe Couvi, secrétaire national du syndicat de police unité quand même. Oui, c'est vrai qu'on met toujours des beignes aux juges, c'est le cas de dire, parce qu'à chaque fois on refait le match, sauf qu'en fait la loi le permet. Et donc c'est pour moi et pour mon syndicat, il faut revoir un petit peu aussi la loi, parce qu'il faut se poser les vraies questions. Est-ce que la loi aujourd'hui est toujours adaptée à la société qu'on a, de violence, etc. Moi je suis désolé, quand je vois à Nice des policiers qui sont agressés avec des personnes connues, reconnues, avec un CV encore une fois immense, qui sont laissés dehors. Quand je vois à Nantes... qui dit laisse-le, il bouge plus, il bouge plus, donc il voulait clairement le tuer. Quand je vois à Nantes que des collègues de la BRI, du RAID, de la PJ, tout ça, ont chopé... des gros des bandits, mais vraiment très reconnus, avec les gens du voyage, etc. Et encore une fois, eux, ils sont laissés libres dehors. Et quand il y a un policier qui fait une boulette, tout de suite, lui, par contre, on l'enferme. Mais moi, ça me débecte. Et en fait, il faut revoir la façon de faire. On a un législateur. Le législateur, c'est les députés. Et la donc les Français, ils doivent aller voir leurs députés, leur dire que maintenant, il faut changer les lois. Après, encore une fois, la loi permet, donc les juges utilisent ça. Maintenant, la vraie question, encore une fois, c'est est-ce qu'on donne aussi tous les moyens aux juges de mettre les personnes en prison, en détention provisoire. Mais il n'y a pas assez de prison, on le sait, on le pleure, et en fin de compte, il n'y a jamais de réponse du politique là-dessus. Eh ben vous avez raison, Philippe Bilger. En janvier, entre 19h et 20h, vous resterez avec nous, et on fera un grand sujet sur la politique pénale. Responsable. Absolument. Avec François. Moi j'aimerais bien, moi j'ai envie d'être là. Oui, d'accord. Oui, pour porter la contradiction. Non, mais c'est intéressant, ce sera 1 heure. Voilà, tous ceux qui veulent venir, alors, vous savez quoi, tous ceux qui voudront en tout cas sur ce débat intervenir, qu'ils soient du métier ou pas du métier, on les fera venir. On va monter ça, vous avez raison Philippe Bilger, je vais y arriver. Dans un instant, Philippe David, il y a trop de Philippe ici, je suis perdu. Appelez-moi Alice Jean-Claude. Non, non, finalement, ça me va bien. Appelez-moi Dieu. Ça rappelle la marionnette de Mitterrand. Oui, là, c'est sur Amnesty International que je vais appeler non pas Dieu, mais Arthur. Dans un instant, mon Dieu. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Et autour de cette table bien fournie des vraies voix, on a Jean-Christophe Couvi, on a Françoise Degois, on a Philippe Bilger et on a vous au 0826 300 300. Et puis on a quelqu'un qui est rarement mécontent, mais aujourd'hui il est désagréable. Écoutez. Les vraies voix Sud Radio. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, un village qui se situe dans le 19e arrondissement de Paris. Pourquoi le 19e arrondissement de Paris? Parce que c'est là que se situe le siège d'Amnesty International France et que la dernière campagne sortie vendredi m'a mis hors de moi ce week-end. Mais que dit cette campagne postée sur les réseaux sociaux vendredi 13 décembre dernier? Je cite, « Porter le hijab ne devrait jamais être forcé ni interdit ». Une date qui, pour lancer cette campagne, me semble être totalement déplacée puisque c'est vendredi dernier qu'une nouvelle loi est entrée en vigueur en Iran. Cette loi nommée Protection de la famille par la promotion de la culture de la chasteté et du hijab prévoit, excusez du peu, la peine de mort, la flagellation, de lourdes peines de prison, ainsi que des amendes exorbitantes, des interdictions de voyager et des restrictions en matière d'éducation et d'emploi pour les femmes et les filles qui défient les lois sur le port du voile obligatoire. Une loi destinée à réprimer encore plus durement la résistance au port obligatoire du voile qui se manifeste entre autres, à coups de vidéos de femmes cheveux au vent sur les réseaux sociaux. Et je suis effaré qu'on mette sur un pied d'égalité ceux qui bannissent le hijab des lieux où la laïcité s'impose à tous, quelle que soit leur croyance, et ceux qui l'imposent sous peine de mort. En clair, pour Amnesty International, le guide suprême de la révolution iranienne, Ali Khamenei, et l'enseignante qui a été frappée par une élève qui refusait d'enlever son voile, même combat. À ce niveau de relativisme, on ne peut plus rien. Rappelons que les femmes qui portent le voile de leur plein gré sont beaucoup moins nombreuses que celles à qui il est imposé, et les vidéos des Iraniennes cheveux au vent pour la première fois de leur vie me touchent beaucoup plus que les vidéos de jérémiade de celles qui pleurent sur la prétendue islamophobie qui interdit aux collégiennes et lycéennes de porter le voile dans les établissements scolaires en France. Cependant, ne désespérons pas, puisqu'Amnesty International s'est ému de cette loi, preuve qu'ils ne sont pas à une contradiction près. Pour conclure ce coup de gueule, 3 mots suffiront. Femme, vie, liberté.
Très bien, Philippe. Si votre analyse est sans doute exacte, c'est invraisemblable. J'ai envoyé la campagne de pub. De mettre ça sur le même plan. Mais si je peux faire une très légère digression, on constate qu'en Iran, malgré mon pessimisme foncier, la résistance de ces femmes a légèrement changé par moment les décisions de ce pouvoir dictatorial, notamment cette jeune femme très courageuse qui a chanté sans public, sans rien sur elle, que sa propre beauté n'a pas été poursuivie. Donc il y a des petites évolutions. Je suis d'accord, ça. Il y a un bouger en profondeur, c'est ce qu'on se disait, on l'avait espéré dans cette émission et on le voit bien. Moi, j'entends ce que vous dites, vous avez raison, ce sont les campagnes et puis Amnesty se noie sur tant et tant de sujets. Néanmoins, ça se découpe pas selon nos humeurs finalement, le respect des droits humains. Eh bien, il faudra continuer toujours à protéger Amnesty International, parce que Amnesty International se bat sur des fronts. Je suis outré avec vous sur le hijab, je partage absolument tout ce que vous dites. Il ne devrait pas faire de politique. Mais voilà, mais quand même, au-delà de ça, globalement, heureusement qu'il y a Amnesty International dans plein d'endroits où nous n'allons pas. Heureusement qu'il y a SOS Méditerranée pour aller sauver des types qui sont en train de se noyer. Vous avez vu que même maintenant, Médecins du Monde refuse d'intervenir à cause des lois de plus en plus dures promulguées par Giorgia Meloni. Donc ça veut dire, au-delà de tout ça, c'est des êtres humains qui meurent. La Méditerranée, on se baigne tous en Méditerranée, on se baigne dans un cercueil, dans un cimetière en fait. On s'en rend pas compte. Donc je suis d'accord sur les faits, mais fondamentalement, continuons à avoir des associations qui protègent les droits humains, même si elles se plantent parfois. Voilà. Jean-Christophe Couvi. Alors moi, j'aime pas le en même temps, et en fait, là, c'est du en même temps humanitaire, entre guillemets, et effectivement, oui, il y a des femmes qui souffrent. Lisez le bouquin d'Anne-Isabelle Tollet, Voyage interdit. J'ai rencontré cette journaliste, et franchement, une grosse dose d'audace et de courage, et d'aller dans un pays où, justement, on a un État qui se dit républicain, islamique, je suis désolé, mais et qui force les gens à porter justement ces hijabs qui veulent justement retrouver leur liberté. Alors oui, nous on se doit d'aider et de supporter ces femmes qui veulent cette liberté et encore une fois, oui, une association ne doit pas faire de la politique, elle doit aider les gens et point. J'aimerais bien qu'un jour des hommes justement portent le voile. Savoir ce que ça fait, non mais qui portent le voile en justement à l'endroit de ces femmes, en soutien de ces femmes, que toute une population porte le voile un jour pour montrer ce que ça génère. Moi, je trouve que ça serait très très bien. Moi, je trouve comme véritable, comment dirais-je, comme véritable réaction, ça serait formidable, parce que les hommes iraniens ont été extraordinaires dans la révolte des femmes. Ils ont été fantastiques. Et je pense que dans ce sujet, sans les hommes, on ne peut pas faire grand-chose. Merci beaucoup Philippe David. Tout de suite, l'info en plus avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Et plus d'une semaine après sa chute, Bachar el-Assad vient de sortir du silence depuis son exil russe. Oui, le dictateur syrien déchu s'exprime dans un communiqué. La Syrie est désormais aux mains des terroristes, écrit Bachar el-Assad. Il conteste avoir fui en abandonnant délibérément à leur sort la plupart de ses proches ou de ses collaborateurs. Ce serait selon lui les Russes qui l'auraient contraint à partir. Mon départ n'était pas planifié. Il n'a pas non plus eu lieu durant les dernières heures de la bataille, contrairement à certaines allégations, déclare donc Bachar el-Assad dans ce communiqué diffusé sur la chaîne Telegram de la présidence syrienne. Il précise: au contraire, je suis resté à Damas, accomplissant mon devoir jusqu'au dimanche 8 décembre à l'aube. Il assure que c'est ensuite le Kremlin qui a exigé une évacuation immédiate vers la Russie. En fait, le dimanche soir, quand la base russe où il s'était réfugié a été ciblée à son tour par des drones sur la côte méditerranéenne. En tout cas, une semaine après, justement, plus d'une semaine désormais après la chute de ce régime de Bachar el-Assad à Damas, eh bien, une anecdote en dit long sur l'atmosphère étrange, comme un flottement qui règne quand un pays tourne comme ça une page si énorme de son histoire. My God, the light, he says. Okay. La semaine dernière, la chaîne américaine CNN a découvert un prisonnier caché sous des couettes alors que sa reporter visitait une prison. Devant la caméra, l'homme s'était présenté comme une victime du régime El-Assad, disant avoir été emprisonné 3 mois plus tôt, ne pas avoir vu la lumière du jour depuis 3 mois. Séquence émotion, soulagement. Sauf que, semble-t-il, l'histoire était un peu trop belle. Un média syrien libre a enquêté sur l'homme et affirme qu'il s'agit en fait d'un ancien officier corrompu de renseignement de l'armée de l'air de Bachar el-Assad.
Il aurait été enfermé là il y a 1 mois et non pas 3, et enfermé après une dispute avec quelqu'un de plus gradé que lui dans l'armée, dispute sur le partage des bénéfices de fonds extorqués. Quand il a vu l'équipe de CNN lui ouvrir la porte et lui annoncer la chute du régime de Bachar el-Assad, eh bien il se serait donc retrouvé à improviser, à simuler le soulagement en s'inventant une fausse identité d'opposant à l'ancien régime renversé. Par les temps qui courent, il a sans doute vite compris que ça valait mieux comme ça. En tout cas, CNN dit enquêter désormais. Sur le coup, forcément, sa reporter n'a pu que le croire sur parole. C'est terrible. Merci beaucoup. Philippe Bilger, vous vouliez dire un truc ? Non, je voulais dire, on comprend, parce que des soutiens d'Assad ont été exécutés sans jugement. Vous avez vu, absolument. Vous imaginez la déclaration d'Assad. Ce pays est désormais aux mains des terroristes venant de Bachar el-Assad. Voilà juste le cynisme incarné. Merci beaucoup Félix Mathieu. Allez, vous restez avec nous. On va vous offrir un petit peu de joie et de bonheur, puisque c'est le grand symphone de Noël de Sud Radio, forcément. Et tout de suite, vous allez pouvoir, en composant le 0826 300 300, peut-être remporter, parce que c'est parmi les cadeaux, un séjour en famille au parc Futuroscope, un calendrier de l'Avent de la marque Guinaud contenant des produits de beauté pour votre beauté naturel. Et pour le coup, 0826 300 300, faut bien que je dise le bon numéro, sinon ce serait dommage. 0826 300 300. Françoise, donnez-moi un chiffre. 4. Ah non, pardon, à chaque fois je me fais avoir 12. Non, 4, c'est bien. 4, c'est parfait. 0826 300 300, c'est peut-être votre Noël à vous, en tout cas celui de Sud Radio. Et on sera très heureux de vous l'offrir. On fait une petite pause, on revient dans un instant avec le ou la gagnante. À tout de suite. C'est Céline Alonso, je vous souhaite de joyeuses fêtes avec Sud Radio. Bonne fête avec Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et avec nous, la particularité de cette émission, c'est d'avoir des avis qui divergent. Et ça tombe bien, Françoise Degois est là, Philippe Bilger, et en face, Jean-Christophe Couvi. Ça va, Unité comment ça va ce syndicat, Jean-Christophe Couvi? Nous, ça va, on a 100 ans, donc on se porte bien. Hein. Vous êtes pas mal. Faites pas votre âge. 100 ans, déjà. Ouais, j'ai la potion magique. Non, syndicat créé effectivement en 1924. Ah ouais. Non, pas en 1924. Si, 100 1924, ans. et donc c'est des 100 ans d'unité cette année. Il a quand même compté sur ses doigts pour... Ouais, non, parce qu'il y a aussi, et j'en parlerai tout à l'heure, il y a les 80 ans des compagnies républicaines de sécurité. Ah oui. Donc c'est que des années anniversaires. Vous allez voir des beaux petits, des beaux petits badges comme ça à coller. Qu'on appelle les rondaches. Les rondaches, exactement. Allez, tout de suite le tour de table de l'actu des vraies voix. Mais on est chez les fous, là. J'ai une intelligence et un physique très moyen. Ah bon? La table, il y a du sanglier qui vient d'arriver par galère. Mais attendez, on est à la table ronde quand même, on fait pas un barbecue. Le tour de table. De l'actualité. Qu'est-ce que j'aimais cette série, c'est fou. Et Philippe Bilger voulait parler du premier volume du roman des artistes de Dan Frank. Ah oui, alors vraiment c'est un premier volume, un livre qui m'a enthousiasmé. Et vous savez que si je ne tombe rarement dans l'indignation de Philippe David, je ne suis pas non plus éperdu d'admiration dans la vie pour tout ce que je lis ou que je regarde. Mais là, je vous le recommande, c'est vraiment époustouflant. Voilà un écrivain qui est capable de nous faire entrer avec un style allègre, vif, jamais ennuyeux, dans la vie du romantisme sur un plan politique, social, littéraire, pictural, musical. On voit une série de destinées, des gloires et des... personnalités emblématiques qu'on a connues, Victor Hugo, Balzac, Chopin, Georges Sand, il y en a énormément, Alexandre Dumas, et par exemple, je n'ai jamais rien lu de meilleur sur la vie de Forçat dans Honoré de Balzac. C'est absolument génial, mais je vous le recommande, c'est fabuleux. Ce type, d'ailleurs cet homme, Dan Frank, a un talent fou, je le découvre pas aujourd'hui, mais c'est vraiment du grand art et on ne peut pas s'en passer tellement c'est passionnant. Ça s'appelle le roman des artistes. Voilà, et c'est le premier, il y en aura 4. C'est quand même exceptionnel, hein, effectivement, de rentrer dans cette fichue. La vie de Forçat et dilapidaire de Honoré de Balzac, qui écrivait pour payer ses dettes et qui les rapports Musset, c'est formidable. Non, mais c'est magnifique, d'accord. Mais écoutez, moi, je note parce que je vais... Ah oui, avec grand bonheur. D'ailleurs, je suis très étonné. Je crois que c'est quel journaliste disait à propos de Victor Hugo, c'est un géant
politique et littéraire, il n'y a aucun biopic qui a été fait sur Victor Hugo. C'est quand même incroyable, c'est invraisemblable. C'est Eugénie Bastier qui l'a dit. Oui, voilà, je lisais ça sur Twitter, je me dis mais elle a absolument raison Eugénie, c'est dingue, c'est le monument. Vous vous rendez compte que quand Victor Hugo meurt, il y a quasiment 2 millions de gens qui suivent ses obsèques dans la rue. Vous vous rendez compte, ça veut dire déjà, même Johnny Hallyday, vous vous souvenez combien il y avait de personnes à la Madeleine. Mais là, vous imaginez les Parisiens, les petites gens, les misérables, tout le monde suit les obsèques de Victor Hugo. C'est ce géant de tout, de la littérature. Et ce qui est dingue, c'est que maintenant, les photos, on peut les faire animer, en fait. C'est-à-dire que vous avez vu, on peut animer des photos, ça pourrait faire un super doc. Et sur Victor Hugo, ce qui est marrant, c'est qu'en fait... c'est pas l'avenue, hein. Non, mais justement, il habitait avenue Victor Hugo, et son avenue a été décrétée, nommée, alors qu'il était de son vivant. C'est ça qui est, le seul homme qui a sa rue, son vous avez avenue. Raison, je vais demander, moi. Pourquoi je vais pas demander? L'avenue Cécile de Mélibus de la rue. Moi, j'aime bien, là, je lis en ce moment, c'est le livre des tables, les séances de Jersey, parce qu'il faisait du spiritisme. Bien sûr. Et c'est un médium, en fait, Victor Hugo, et c'est passionnant. La vie de Victor Hugo est passionnante. C'est pour ça, d'ailleurs, que c'est incompréhensible. Et je vous conseille les discours politiques dans la collection bouquins chez Robert Laffont. Et lisez ces discours. En plus de ça, ils font ça tellement bien. Il y a toutes les didascalies, c'est-à-dire l'expression du public, toutes les annotations, qui c'est qui crie, etc. Et son fameux discours sur la misère en juillet 47, qui est exceptionnel. Et vraiment, lisez ça, c'est grandiose. Et là, vous dites un peu que le personnel politique actuel, c'est pas génial. On fait ce qu'on veut et ce qu'on a. C'est ça. Françoise de quoi pour de vos yeux? Ma petite. Écoutez, voilà, moi, ils nous ont eu. Qu'est-ce qu'il y a Philippe Bulger? Vous n'avez pas voir de Wellvoix? Ils nous ont séché. On est allé en bande voir en fanfare. Et voilà, on a été pris par l'émotion. On a été emporté. Tout le monde a pleuré. Et d'ailleurs, une salle qui applaudit, c'est quand même assez rare à la fin d'une séance. C'est tellement beau, l'histoire de 2 frères qui ne se connaissent pas. L'un est un très grand chef d'orchestre. L'autre joue du trombone dans une fanfare. Il y en a un qui est extraordinairement malade, gravement. Il a besoin d'une greffe de moelle. Et il se rend compte qu'il a un frère à l'occasion de cette greffe de moelle. Un frère, parce que lui-même a été adopté. Et c'est la rencontre non mièvre. Il n'y a rien de mièvre dans ce film. Il n'y a rien de téléphoné. C'est pas d'un seul coup les 2 frères qui se découvrent et qui s'aiment. Absolument pas. C'est chaotique, c'est puissant. Et il y en a un qui va donner sa moelle pour sauver l'autre. Et c'est le mélange entre la France des fanfares, la France des usines qui ferment, mais la France des grands concerts, des grands chefs d'orchestre. C'est d'une simplicité, d'une beauté. Allez voir. Il est en tête au box-office. Il est numéro 2, je crois, depuis plusieurs semaines. Allez le voir. Et il y a 2 acteurs formidables. On va les citer. Benjamin Laverne et Pierre Letin et Sarah Succo. C'est la scène finale, rien que pour ça. On attend tous une scène finale téléphonée. Elle n'est pas du tout là où on l'attend. Et on a tous pleuré. C'est très, 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 très beau. Ça vous donne envie d'aller le voir ? Ah oui, moi, au contraire, moi j'aime bien le cinéma français, surtout quand il est comme ça. Beau, quand il y a un vrai message en fait, pas pour décrire la mièvrerie sociétale. Des fois, ça me saoule. Mais là, je trouve que c'est aussi puissant. Comme un conte de fées. Ça donne des lignes. Je l'ai vu. Françoise a tout à fait raison. Ça vous a plu aussi ? Ça m'a, oui, absolument. C'est un bonheur à la fois social, politique, cinématographique et musical. Imiter des grands films britanniques. Musical, bien sûr. Oui, avec des grands morceaux, des adagios qui sont dirigés de façon magnifique, avec toute une référence au jazz, parce qu'on se rend compte que le frère qui a grandi, finalement, il y en a un c'est le tirage au sort de la vie. Il y en a un qui est adopté par une famille, il devient un des plus grands chefs d'orchestre contemporains. Et puis l'autre qui est adopté par une famille plus modeste dans le Pas-de-Calais, mais sauf que lui, il a l'oreille absolue. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, c'est absolument... C'est magnifique et il a une passion pour le jazz dans son garage. Le type, il a même pas passé le bac. Le privilégié s'interroge. Et le privilégié s'interroge sur mais pourquoi moi, sur l'injustice du destin. Voilà. Écoutez, vraiment 1h45 de bonheur, tout le monde pleure et ça fait du bien de pleurer. Ça fait du bien de pleurer de joie. C'est dommage qu'on puisse pas parfois ces films. Commander, je ne sais pas si c'est qu'on va d'un film et le passer ici, par exemple. Mais on est une radio, pas une télé. Non, mais je veux dire, on pourrait faire des soirées cinéma, bien sûr, moi j'adore ça. Non, mais vous avez raison. Vous savez quoi ? Dès demain, on va mettre un écran ici et pendant 2 heures, on va regarder des films. On en a un, mais derrière nous. Non, mais réellement, je suis persuadé qu'on pourrait faire des soirées. J'ai du mal à comprendre votre concept, en fait. Non, mais il va faire les dossiers de l'écran. Non, mais là où il a raison, c'est un
intéressant parce que certains films ont un sujet de fond qui est intéressant sur cette gémilité. Enfin, c'est pas, ils sont pas jumeaux, mais en tout cas, c'est la sororité, la fraternité. Le fait d'être des frères et d'avoir deux destins totalement opposés, c'est intéressant comme sujet. Et un qui sauve l'autre et qui le sauve pas à la fin. Mais et ça pourrait être un sujet d'actualité. Absolument. Le dernier film, on fait Armand Jameau. Mais c'est ça. C'est ça, le dossier d'écran. Mais c'est ça. Et nous, on ferait les dossiers de la radio. Oui. Ouais, c'est ça. Très bien. Je pense que ça va faire chier les autres. Moi, Philippe, on apporte un peu à manger. Oui. Des pop-corn. Le dernier film qui m'a secoué, moi, c'est le tourbillon de la vie. Je sais pas il est passé il y a 2 jours d'ailleurs sur une chaîne publique. C'est à voir. Mais ça m'a vraiment secoué, ça m'a laissé inerte à la fin parce qu'on se pose plein de questions sur des moments de vie. Non mais c'est vrai, des nœuds de vie en fait avec des choix et en fait on fait un choix ce qui entraîne derrière des conséquences et on se rend compte que sur plusieurs scénarios en fait de choix différents de nœuds de vie, il y a des conséquences différentes et des fois le choix qu'on fait, qu'on pense être positif derrière nous entraîne sur du négatif et vice versa. C'est vraiment à voir et j'adore. Ouais, c'est exceptionnel. Oui, il est passé. C'est très intelligent et il y a Maxime qui nous a mis la musique. Bah oui, des dossiers d'écran, oui, comme quoi ça peut Vous marcher. avez tellement bien vendu le film que ma soeur vient de m'envoyer un texto qu'elle va le voir jeudi. Françoise, oui. Non mais Françoise, vous allez être, on s'est fait prendre tous, vraiment, franchement, on pensait pas. Allez dans les dossiers de la radio et pas les dossiers de l'écran, les 80 ans des CRS. Et oui, regardez, on a fait un écusson spécial, les 80 ans de CRS. Assassin. Eh ben voilà, 1968, c'est ce qui chantait. Et d'ailleurs, suite à 1968, c'est pour ça que les CRS ont mis des bandes jaunes pour qu'on les reconnaisse, pour éviter qu'on les mélange à certaines pratiques qui se passaient à l'époque. Voilà. Mais grand préfet quand même, grand préfet qui a tout... 8 décembre 44, création des CRS. Alors imaginez, vous êtes dans la libération, vous êtes en pleine guerre, vous n'avez pas encore fini vraiment de libérer la France, et déjà le Conseil national de la résistance pense à créer une force républicaine. C'est ça qui m'interroge moi. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, c'était malgré qu'on soit dans un conflit, le Conseil national de la résistance avait quand même une vision de la société. Et ils ont su prendre des actes forts, alors pas que les CRS, mais sécurité sociale, etc. etc. Oui, bien sûr. Et en fait, tout ça, c'était pensé. Et donc, quand on a des hommes d'État, c'est des hommes d'État qui pensent justement à l'avenir de la société, qui sont investis par la France, en fait. Voilà. Et donc, ce qui est marrant, c'est qu'à l'époque, il y avait des milices patriotiques qui étaient plutôt communistes. Et en fait, il y a beaucoup de communistes qui sont engagés chez les CRS. Et la création de la NAS aussi, c'est l'association nationale de l'action sociale des personnes de la police. Tout a découlé de là. Donc vous voyez, quand on dit que des fois la police, SS, etc. Eh bien au début c'était plutôt communiste. C'était des slogans et en plus le préfet de police pendant mai 68 a dit juste exceptionnel. Il a empêché le pire. Je voulais juste te dire un mot sur les CRS parce que vraiment les CRS, Compagnie républicaine de sécurité, on a vu pendant la crise des Gilets jaunes la différence entre des policiers super entraînés au maintien de l'ordre que sont les CRS et comme ils étaient débordés quand ils ont été aidés par des policiers qui n'étaient pas du tout entraînés. La plupart des dérapages qui se passent avec souvent les policiers de la BAC, etc. Ça ne veut pas dire que je jette pas la pierre sur eux, mais je dis simplement que c'est un vrai métier et que c'est un métier. C'est une science. Franchement, c'est une science et on l'exporte dans le monde entier. En fait, on l'exporte dans le monde entier. Et moi, j'ai découvert les CRS à travers mes collègues parce que moi, je suis rugbyman et c'est cet esprit rugby aussi. Vous vivez H24 pendant 15 jours, 3 semaines, loin de votre famille, ensemble, vous partagez vos emmerdes, vous partagez votre bonheur, vous partagez, etc. autour dans le foyer, comme on dit, il y a un foyer où c'est là, vous allez boire un verre, vous discutez le soir, vous parlez de tous vos soucis. Il y a des femmes aussi aujourd'hui maintenant qui font du maintien de l'ordre. Et surtout, c'est que les CRS, c'est les mêmes qu'il était, les maîtres nageurs sauveteurs vont sauver les gamins, vont sauver les gens sur les plages, vont dans les montagnes, sauver aussi les skieurs, mettre leur vie en danger. Et avec, j'allais le dire, multiples compétences et expertise. Mais extraordinaire, franchement, ce sont des hommes et des femmes extraordinaires et souvent qu'on résume qu'au maintien de l'ordre et aux images qu'on peut voir sur des débordements. Donc, encore une fois, bon anniversaire au CRS, 80 Exactement. ans et bon anniversaire. Et la devise, c'est servir. Servir. Servez-moi un verre d'eau, s'il vous plaît. Ah non, je plaisante. Ça change par rapport à se servir. Oui. Allez, 0826 300 300, ce numéro 4 qu'a donné Françoise de Gois. Et c'est Sylvie qui est avec nous de Béziers. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Sylvie. Oui, bonsoir à toute l'équipe que j'adore. Écoutez, on est ravis de vous accueillir Sylvie pour le grand sapin de Noël Sud Radio. On regarde ce que vous avez gagné.
petit doigt me dit que vous allez être très contente, Sylvie. Vous avez remporté votre carte cadeau d'un montant de 200 € pour vous offrir des bracelets Le Vent à la Française, la marque de bracelets mix d'excellence 100% français, des matières confectionnées à la main, garanties à vie, ajustables et personnalisables, des bracelets tendance disponibles dans plus de 1000 magasins, surtout sur le site leventalafrançaise.com. C'est votre cadeau de Noël Sud Radio j'allais dire Françoise. Non, Sylvie, mais grâce à Françoise. Eh bien non, mais c'est le prénom de ma sœur jumelle. Alors. C'est marrant, on parlait de jumeaux tout à l'heure. Voilà, exactement. Oui. Alors, vous avez gagné 200 €. Oui, c'est énorme, c'est un joli cadeau. Ça s'appelle une mais synchronicité. je suis ravie et je vais faire partager ça peut-être à ma jumelle. Oh, magnifique. super. Bah ça, c'est Vous êtes servi. Hein. Ouais, vous êtes servi. Sylvie, on vous embrasse. Vous allez faire ça en famille, les fêtes de fin d'année? Oui, en famille, c'est le rituel. Et j'ai une question à vous poser. Vous avez été surprise de voir que Françoise de Gois savait compter jusqu'à 4? Oh, Sylvie, défendez-moi. Presque. J'adore Françoise de Gois et je trouve qu'elle a une bonne analyse. Nous ne sommes pas toujours d'accord sur les idées, mais je trouve qu'elle a une analyse très fine et intelligente. Merci. C'est très gentil. Et c'est la raison aussi pour laquelle on aime beaucoup Françoise de Gois. Oui, non, c'est vrai. Merci beaucoup. Je souhaite un très bonne Noël à tout le monde et bonne fête de fin d'année. Encore merci pour ce cadeau. Merci beaucoup, Sylvie. On vous embrasse très fort. Et continuez de nous écouter, Sylvie. Merci beaucoup. Allez, vous restez avec nous. On revient dans un instant sur les scènes de violence commises par des jeunes, agressions de policiers, guet-apens mortels. Le centre éducatif peuvent-ils mettre sous clé ces délinquants? Alors parlons vrai. Est-ce que face à la montée en puissance de la violence, il faut une montée en puissance de la sanction? Est-ce que des centres avec encadrement militaire, comme dans certains États américains, vous sembleraient plus adéquates? Et à cette question, face aux jeunes délinquants, les centres éducatifs fermés sont-ils une réponse à la hauteur? Vous dites non à 67%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Notre invité Thomas Sobada est avec nous, enseignant-chercheur à l'université Paris-Est Créteil et spécialiste de la délinquance juvénile. Vous êtes auteur de Voyoucratie et travail social, enquête sur les quartiers de la politique de la ville, publié aux éditions du Croquant. Merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que finalement la frustration est le premier échelon décisif de la violence? Bonsoir, je crois qu'on a une jeunesse, une minorité de la jeunesse qui est sous influence en fait de ce que j'appelle la voyoucratie et qui dans certains quartiers pauvres aujourd'hui a pris le contrôle et place une partie de la jeunesse sous son emprise. On en parle dans un instant. 0826 300 300. Vous voulez bien entendu commenter. Vous êtes les bienvenus. On est ensemble jusqu'à 20h, 19h. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Merci de donner la parole et vous êtes une radio engagée. L'information est pertinente. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans les vraies voix si vous voulez bien entendu participer à nos débats 0826 300 300 où que vous soyez, quelles que soient vos opinions, vous pouvez bien entendu nous appeler et on sera ravis de vous accueillir. Philippe Bilger aujourd'hui, Françoise de Gois et Jean-Christophe Couvi avec Philippe David bien entendu. On vous souhaite la bienvenue. Tout de suite le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Le mec qui va sortir un flingue ou n'importe quoi. C'est la société d'aujourd'hui. La réalité des chiffres, c'est que l'ensemble des violences dans notre pays contre les biens et les personnes progresse à 2 chiffres en 2022. Les blessures par balle, il y en a pratiquement tous les jours. Notre sécurité dans ce pays est de plus en plus en péril. On a forcément l'impression qu'une journée en France, ça rime avec violence. Il y a un climat d'insécurité qui est exceptionnel. Il faut qu'il y ait une répression judiciaire qui soit extraordinaire. Il y a un risque qui nous guette, c'est le risque de l'accoutumance. Déclaration après déclaration, on considère que l'indignation puisse suffire et qu'on passe à autre chose et au prochain fait divers. La capacité de rétablir l'ordre, elle vient de l'autorité. L'autorité, elle vient de la constance. On n'a pas besoin d'emphase, on n'a pas besoin de grands discours. Il faut de la constance. Et 2 policiers en civil tabassés la semaine dernière alors qu'ils rentraient de soirée. Les 5 suspects interpellés comparaîtront libres demain après avoir été relâchés. Autre scène de violence qui a mal fini puisque par la mort bien entendu en Haute-Vienne. Une jeune fille de 15 ans a été tuée dans la nuit de samedi à dimanche, victime d'un guet-apens pour son téléphone portable. Un ado du même âge a été placé en garde à vue. Alors parlons vrai, est-ce qu'une certaine jeunesse vous semble irrécupérable? Y a-t-il un problème de loi et ou de juge laxiste? Et à cette question, face aux jeunes délinquants
délinquants, les centres éducatifs fermés sont-ils une réponse à la hauteur? Vous dites non à 67%. Vous voulez réagir? Zach attend vos appels au 0826 300 300. Et avec nous pour en parler, Thomas Sauvadet, enseignant-chercheur à l'Université Paris-Est-Créteil et spécialiste de la délinquance juvénile. Avec ce livre, Voyoucratie et travail social, enquête sur les quartiers de la politique de la ville, publié aux éditions du Croquant. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, Philippe Bilger. Je ne suis pas persuadé que face à l'accroissement de la délinquance et à ces 1000 manifestations, notamment caractérisées par des attaques de plus en plus spontanées et délétères contre les forces régaliennes, gendarmerie, police, éventuellement magistrature, la méthode utilisée soit la bonne. Je ne discute pas la question de Sud Radio, mais au fond, je me demande si cette manière, devant des scandales et une augmentation des délits, qui consiste immédiatement à réfléchir sur des changements possibles, est la bonne. Je préférerais une bonne fois pour toutes qu'on fasse un constat lucide et équilibré et qu'on permette à toutes les instances qui sont en place et aux forces régaliennes de fonctionner dans leur plénitude pour voir enfin une riposte cohérente, vigoureuse contre ces transgressions qui en effet augmentent chaque jour. J'ai l'impression que la réaction française est un peu absurde. Elle est dépassée par les événements, elle est dépassée par les violences, et au lieu de permettre à tous ceux qui la combattent de fonctionner le mieux possible, elle décide immédiatement de réfléchir à d'autres modes. C'est une catastrophe. Françoise Degois. Moi, je suis très ordre juste, Ségolène Royal 2007. J'ai jamais vraiment bougé. Moi, je pense qu'il me semble qu'à la première incartade, il faut une punition, en tout cas une sanction, et que la sanction ne peut pas être la prison. Et que pour moi, j'ai toujours pensé que l'encadrement militaire était une formidable solution. Je sais très bien que l'armée a dit non, c'est pas possible, on n'y arrive pas. Mais je pense quand même qu'il faut trouver à la fois. Parfois, c'est d'ex-militaires aux États-Unis. Oui, il faut trouver à la fois. Il y a des associations. Ouais, il faut trouver à la fois, je suis d'accord avec vous, il faut trouver à la fois le moyen de sanctionner tout de suite pour que ça recommence pas, mais vous pouvez pas sanctionner en balançant tout de suite dans une prison avec tout l'environnement et l'écosystème qu'on connaît dans les prisons. Donc je considère que ce n'est pas une mauvaise solution. Au contraire, pour moi, c'est la bonne solution. Il n'y a pas de justice sans ordre, et puis surtout, il n'y a pas de justice sociale sans ordre, là, vraiment. La parole est à la police, Jean-Christophe Couvi. Alors moi, je vais vous dire qu'aujourd'hui, je fais un constat, il y a plus de points de deal que de maisons France Service. Voilà, c'est-à-dire qu'on a l'État est complètement parti des deux quartiers, de villes, etc. C'est désengagé complètement. Ça a laissé un vide. Le vide aujourd'hui, c'est la France des gangs. Donc on le voit bien, c'est des jeunes qui se mettent ensemble parce qu'ils se ressemblent et ils ont envie, ils ont compris qu'il y avait un vide et que l'État était faible. Et moi, c'est ce qui m'embête, c'est ça, c'est que nos collègues sur le terrain aujourd'hui, quand vous faites, par exemple, les deux collègues de Nice, ils font état de leur qualité de policier. Eh bien, qu'est-ce que c'est? Au lieu de vous protéger, au contraire, ça vous met une cible dans le dos. Et donc, ça veut dire qu'en face de vous, vous avez des jeunes qui n'ont peur de rien, qui n'ont pas peur de venir vous tabasser. Là où il y a 20, 30 ans, je suis désolé, on venait pas chercher les policiers. Parce qu'on savait qu'il y a derrière, il y avait une réponse forte de l'État, et y compris des policiers. Or, aujourd'hui, on est pieds et poings liés devant cette voyoucratie, effectivement. On voit que la justice, même parce qu'en fait, on fait un amalgame du syndicat de la magistrature, qui est quand même à 30% des 60% des magistrats qui votent. Attention, hein, c'est pas la totalité des magistrats, et ça les magistrats en souffrent aussi parce qu'ils sont conscients qu'il faut réagir, sauf qu'on leur donne pas les moyens. On a un État qui est faible aujourd'hui, qui est délité, et on le voit aujourd'hui malheureusement. Thomas Sauvadet, vous êtes enseignant-chercheur à l'Université Paris-Est-Créteil, spécialiste de la délinquance juvénile. Est-ce que certains jeunes, je vais utiliser un terme de psychanalyse, n'ont plus de surmoi, c'est-à-dire ce qui vous empêche de transgresser la loi, de transgresser, je mets des guillemets, la morale? Moi, je dirais que c'est surtout une minorité de jeunes, notamment dans les QPV, qui sont... C'est le quartier prioritaire de la ville. D'accord. Pardon. Qui grandissent en fait dans la rue, et dans des quartiers, dans la rue où c'est la jungle en fait. Il n'y a pas de dépôt de plainte, il n'y a pas de protection policière, c'est la loi du plus fort. Donc il y a une expérience de la violence. Il y a une habitude de la violence qui est souvent
avec un certain fatalisme. Ils disent voilà, c'est comme ça, à la cité c'est comme ça, on a appris à réagir comme ça. Et malheureusement, quand on les récupère en CEF à 17, 18 ans, souvent ils comprennent pas ce qu'ils font là. C'est-à-dire que, par exemple, le gars me faisait de l'argent, je l'ai tapé, c'est normal. Il a insulté ma mère, je l'ai tapé, c'est normal. Ils ne prennent même pas le sens, en fait, de la peine et leur présence dans un centre éducatif fermé ou dans un quartier mineur, dans une prison. Oui, parce qu'ils n'ont pas la base, Philippe Bilger. Comment expliquez-vous, monsieur Sauvadet, que dans ces mêmes quartiers, avec souvent la même détresse sociale et des personnalités s'en sortent remarquablement et pas les autres? Alors je dirais qu'il y a le rôle des parents, bien sûr, qui c'est compliqué d'élever un enfant dans un quartier pauvre avec des bandes de jeunes, des réseaux de trafic en bas de chez soi. Mais il y a des parents qui arrivent, et même dans les pires conditions. J'ai rencontré récemment quelqu'un qui a grandi à Cité Soleil à Haïti. Et donc dans un des bidonvilles les plus violents où les gangs font la loi. Et ses parents ont réussi à le préserver, il a réussi à s'en sortir, à venir en France, à obtenir un diplôme, etc. Alors on voit des parents souvent qui utilisent beaucoup le sport, c'est-à-dire que les enfants surinvestissent les clubs sportifs quand ils ont les moyens de se les offrir. Et ils utilisent aussi beaucoup la religion. Alors par exemple dans la Cité Soleil à Haïti, c'est beaucoup les églises évangélistes. En France, ça va être beaucoup plus l'islam. Donc le sport et la religion sont surinvestis avec malheureusement parfois des dérives, comme pour essayer de se protéger de la rue, de se protéger des bandes et des réseaux de trafic. Jean-Christophe Couvi. Oui, tout à fait. En fait, les gamins ont besoin de règles, ils ont besoin de cadres, et ils cherchent toujours à transgresser le cadre et la règle. D'ailleurs, en tant que parent, vous le voyez aussi avec vos enfants, bien, il fait que derrière, il y a un contrat. C'est tu vas être puni si tu dépasses le cadre que je t'ai imposé. Et donc, et pour ça, l'État, c'est un parent. Il faut que l'État, effectivement, soit ferme sur les sanctions. Et souvent, ce qu'on dénote, nous, c'est que les sanctions, elles arrivent trop tard. Et les gamins, ils découvrent quand ils ont fait déjà 10-15 faits, là, ils vont en prison et effectivement, ils comprennent pas. Voire plus. Mais ils comprennent pas parce que du coup on leur a toujours on a toujours tout excusé et on leur dit bon c'est la dernière fois. Et même ils se disent des adultes entre l'événement et le jugement, il y a parfois très rien, longtemps. Il y a 6 mois d'attente, 6 mois, 9 mois, c'est très long. C'est une césure, c'est très long. La violence a né d'un vide intérieur. En fait, quand vous pouvez pas vous exprimez que par la violence pour être plus fort que l'autre. Monsieur Sauvadet l'a bien résumé, c'est la loi du plus fort et donc il faut que l'État soit plus fort que la loi du plus fort. C'est la loi républicaine. Et là aujourd'hui, on a un État mou qui a pas pris la mesure depuis ces 20-30 dernières années, qui a laissé filer, et aujourd'hui on en paye le prix. Et on voit bien qu'on a ces gamins-là, on peut rien en faire. C'est un peu l'enfant sauvage de Rudyard Kipling. Thomas Sauvadet, est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui toute cette jeunesse, c'est trop tard en fait? C'est-à-dire que les bases sont tellement puissantes qu'on ne pourra pas les faire revenir en arrière? Je dirais que la dynamique, oui, elle emporte beaucoup de ces jeunes dans la précarité, la violence, la prison, la consommation de drogue. Maintenant, il y a toujours l'espoir pour les éducateurs, pour aussi des mères de famille, souvent qui s'accrochent alors que le père lâche. D'en sortir quelques-uns, et on arrive à en sortir quelques-uns, mais c'est vrai que la dynamique est plutôt contre nous. Et, pardon, je vous coupe. Il y a certains jeunes aussi qui sont piégés par le trafic de drogue, c'est-à-dire qu'ils sont sous mission du trafic de drogue. Oui, c'est quelque chose qu'on remarque depuis une dizaine d'années, notamment avec des réseaux qui se sont nationalisés, qui sont sortis des quartiers et qui recrutent à l'autre bout de la France sur les réseaux sociaux, voire même en Afrique pour les réseaux les plus structurés, et qui utilisent des mineurs qui sont complètement perdus et qui sont, pour certains, qui sont même pas des voyous en fait, qui sont tout simplement de la main-d'œuvre exploitée à la dérive. Des éducateurs PJJ de Marseille me disaient qu'ils récupéraient des adolescents qui étaient dans un état, psychologique complètement détruit en fait par les réseaux de trafic. On a eu quelques condamnations d'ailleurs pour traite d'êtres humains à Marseille. Voilà, donc effectivement, il y a ceux qui sont emportés par ce monde des voyous, et puis il y a ceux aussi qui le subissent, qui aimeraient bien en sortir, mais qui ne trouvent pas de porte de sortie. Merci beaucoup Thomas Sauvadet d'avoir été avec nous, enseignant, chercheur à l'université Paris-Est Créteil, spécialiste de la délinquance juvénile et auteur que je vous incite à le lire, à l'acheter, Voyoucratie et travail social, enquête dans les quartiers de la politique de la ville, publié aux éditions du Croquant. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup
beaucoup Philippe Bilger, merci Françoise Degois, merci super les amis. Jean-Christophe Couvi et bon merci anniversaire à nos amis CRS qui fêtent leurs 80 ans. 80 ans. C'est fou, hein, c'est fou. J'aime bien parler comme ça. Ouais, 80 et finir ans avec d'aventure. comme ça. Merci Philippe David. Merci Cécile de Bénibus. Non, On va présenter l'émission en chantant maintenant. Ça serait une quelle angoisse. On vous souhaite une bonne soirée. Et aujourd'hui, il y a Philippe Bilger, accompagné de Françoise Degois. Vous voyez, ça donne un Arrêtez, truc. ils vont nous couper le faisceau. Allez, dans un instant, on va parler citoyenneté avec Philippe David et ses invités, bien entendu. Et on vous retrouve, moi je vous retrouve demain avec toute l'équipe à partir de 17h. Passez une très belle soirée. Salut. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons